Voilà, bien, quand vous voulez, nous pouvons commencer. Donc voilà, nous sommes réunis pour la préparation à l'épreuve du grand oral du CRFP. Donc nous allons procéder comme d'habitude, savoir que l'une de vos camarades a traité un sujet dans les conditions de l'examen, l'a préparé pendant 1 heure, va nous faire un exposé dans les conditions de l'examen, donc une introduction au traitement de ce sujet. Et à la suite de quoi, je lui poserai un certain nombre de questions pendant environ 15 minutes pour simuler le rôle du jury. Et ensuite, je vous proposerai un certain nombre de commentaires sur sa performance. Voilà, mademoiselle, donc, si vous le voulez bien, nous allons commencer. Suivant usage, vous avez à peu près 15 minutes au plus pour nous présenter votre rapport ou votre introduction sur cet arrêt qui vous a été proposé. Nous vous écoutons. Alors, merci. Alors, 12 février 61, c'est la date du référendum statuant sur la détermination de l'Algérie, au cours duquel les Algériens décident, à grande majorité, de se doter de l'indépendance par rapport à la métropole. C'est le début d'une ère de décolonisation que va connaître une grande partie de l'Afrique du Nord notamment, mais également de l'Afrique subsaharienne, équatoriale. C'est une difficile période de l'humanité qui ne se fera pas sans heurts. Ce référendum fut suivi par les fameux traités qui sont appelés les accords d'Évian, signés par la France, au cours duquel il a été décidé de doter d'un statut les Français qui étaient nés en Algérie avant le référendum, qui étaient appelés les Français de statut civil de droit commun, qui étaient français, et de les différencier des Français dits de statut civil de droit commun, qui étaient eux français, mais qui, à l'occasion du référendum, ont perdu leur nationalité et qui, justement, pour bénéficier de cette nationalité, devaient effectuer quelques démarches complémentaires visant à la récupérer. Alors, dans l'espèce dans laquelle nous sommes confrontés, nous sommes en présence d'une personne appelée Monsieur X, Monsieur Mohamed X. Alors, Monsieur Mohamed X est un Français né de parents algériens qui sont nés en 1945 en Algérie, avant l'indépendance. Et donc, ses parents étaient de statut civil de droit local, donc, à l'occasion du référendum, ont perdu leur nationalité française et ont dû, à cet effet, effectuer une démarche, dite démarche recognitive, pour garder cette nationalité, donc montrer qu'ils étaient aptes, qu'ils étaient volontaires pour garder le statut de Français. Cette déclaration a été faite par les parents en 1966, date à laquelle M. X était âgé de 19 ans. Ensuite, en 1992, M. X s'est vu notifier une assignation par laquelle les autorités françaises lui ont destitué de la nationalité française, au motif qu'étant français de statut civil de droit local, il lui incombait d'effectuer une déclaration visant à prouver qu'il voulait être français, donc à faire des démarches auprès des autorités françaises pour garder la nationalité française. Cette assignation visait à faire constater son extranéité. Monsieur X conteste et invoque à cet effet la possession d'État. D'une part, il invoque qu'il est français, dans la mesure où ses parents, étant nés en Algérie avant l'indépendance, ont fait cette déclaration, et qu'étant mineur, cette déclaration lui bénéficiait. Cette déclaration était collective, et donc, il n'avait pas à faire cette démarche. Ce que la Cour d'appel a réfuté, en disant que justement, en tant que mineur, il était conscient de ce qu'il devait faire, et en tant qu'âgé de 19 ans, il était en mesure justement de montrer qu'il voulait garder le statut de Français et qu'il devait donc faire cette démarche. La Cour de cassation, elle, a réfuté en disant que, en vertu du principe de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en se basant sur son corollaire qui est la protection et le respect de la cohésion familiale, qu'en tant que mineur, justement, la déclaration faite par ses parents était collective. Et donc, il n'avait pas à faire de démarche complémentaire. Également, M. X, pour contester l'assignation faite par les autorités françaises, estime qu'en tant que Français, il pouvait invoquer la possession d'État.
situation qui lui a été refusée par la Cour d'appel, au motif qu'ayant été marié à une étrangère et ayant vécu plusieurs années à l'étranger, il ne pouvait l'invoquer. La Cour de cassation, elle, ne l'a pas entendu ainsi, en disant que justement ce n'est pas parce qu'il a vécu à l'étranger et parce qu'il était marié à une étrangère qu'il ne pouvait pas invoquer cet état. Donc voilà concrètement l'arrêt. Mon plan va s'articuler de la façon suivante. Dans un premier temps, je vais invoquer les deux principes qui ne s'affrontent pas, enfin qui sont visés par la Cour de cassation. C'est le principe de non-discrimination, prévu à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, et le second principe, prévu par la Convention européenne des droits de l'homme également, qui est le droit au respect de la vie privée et familiale. Et dans un second temps, j'évoquerai le principe de la possession d'État, principe que revendique M. X. Alors, tout d'abord, l'article 14 de la CEDH. C'est un principe qui vise une non-discrimination. C'est un principe qui prévoit que la jouissance des libertés reconnues dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la religion, les opinions politiques, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale ou la fortune. C'est donc un principe qui est clair, qui affirme clairement que l'obtention d'un droit en France ne doit pas être amoindrie, ne doit pas être réduite sur des considérations fondées sur la liste que nous avons évoquée. Or, en l'espèce, il semblerait que la nationalité française de M. X lui ait été retirée en considération de certaines données, notamment basées sur le fait qu'il était considéré comme un Français de statut civil de droit local, et que dès lors, il avait perdu cette nationalité française de droit à compter du référendum. Ce à la différence des Français de statut civil de droit commun, qui eux étaient français, et après l'indépendance avaient gardé justement leur nationalité française et n'avaient pas à faire de démarche. C'est ainsi que par l'arrêt de la Cour d'appel, pour bénéficier de mêmes droits que les autres Français dits de statut civil de droit commun, il fallait effectuer certaines démarches, des démarches actives, des démarches positives qui montraient la volonté du sujet de bénéficier de la nationalité française. Il s'agit là donc clairement d'une distinction, d'une discrimination ou d'une différenciation, telle qu'on peut l'entendre, fondée sur une situation, fondée notamment sur le fait que lui était considéré quelque part comme français, mais à des conditions préalables, c'est-à-dire des formalités préalables auprès des autorités. C'est ce que la Cour de cassation a relevé en disant que justement l'arrêt en question a violé l'article 55 de la Constitution. La Cour de cassation laisse donc ici faire prévaloir une obligation d'égalité, égalité de traitement des nationaux. Et justement, elle tend ici en fait à rappeler un certain nombre de principes fondamentaux qui gouvernent toute République, à savoir que toutes les personnes doivent être traitées de manière égale. Justement, l'article 1er de la DDHEC de 89 ne dit-elle pas que tous les hommes naissent libres et égaux en droit ? En second lieu, le principe du respect de la vie privée familiale. Ce principe est prévu à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée familiale, de son domicile, de sa correspondance, avec un corollaire qui est le respect de la cohésion familiale, prévu à l'article 153 du Code de la nationalité. Il faut ici rappeler que la Cour de cassation ne précise pas, elle ne définit pas ce qu'est la cohésion familiale. Peut-on l'entendre comme une sorte de volonté d'harmonie familiale, une volonté de regroupement visant à l'amélioration de la vie de chacun des membres de la famille? Personne ne le sait. Elle n'en parle pas. La Cour d'appel, elle, de son côté, a estimé que dès lors que la déclaration recognitive avait été faite par les parents de M. X, il aurait pu également effectuer les mêmes démarches de son côté pour en bénéficier. Ce qui aurait prouvé que M. X souhaitait garder et conserver cette nationalité française. Par là, la Cour d'appel rappelle que la déclaration de ses parents n'avait pas d'effet individuel, n'avait pas un effet collectif, mais un effet individuel. La Cour de cassation, elle, ne l'entend pas ainsi. Elle estime qu'en vertu du respect de la cohésion familiale, justement, cette déclaration avait un effet nécessairement collectif, dans la mesure où, à l'époque de la déclaration faite par les parents de M. X, il était âgé de 19 ans,
Dès lors, il était mineur, car la majorité était à 21 ans à l'époque. Nécessairement, il bénéficiait de cette déclaration qui, selon elle, avait un effet collectif. Ainsi, le fait que la déclaration ait un caractère collectif privait ou le dispensait du moins d'effectuer à son tour cette déclaration. Le problème, c'est que tout se complique dans la partie 2 de l'arrêt. Alors, là, en fait, ce qui est assez compliqué dans cet arrêt, c'est que la Cour d'appel semble, dans un premier temps, la Cour de cassation semble, dans un premier temps, rejeter la théorie de la Cour d'appel, mais cependant, elle ne censure pas la Cour d'appel. Alors, l'ordonnance du 21 juillet 1962 a retenu le critère du statut personnel pour régler les conséquences de l'indépendance de l'Algérie en matière de nationalité. Elle a prévu que même si ces personnes de statut de droit local perdaient leur nationalité française, elles bénéficiaient tout de même d'une nationalité, en ce sens qu'elles n'étaient pas privées d'une nationalité. Elles n'étaient pas sans nationalité. Et dès lors, elles étaient tout de même régies par des lois locales, même si ce n'était pas celle du pays dans lequel elles vivaient. La Cour de cassation estime qu'en cela, l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas été violé. Par ailleurs, elle estime que M. X, au moment de la déclaration de ses parents, était mineur, certes, mais en état de faire ses démarches. Donc là, c'est un passage de l'arrêt qui est assez compliqué. La Cour de cassation, au départ, elle estime que la déclaration des parents était collective, mais là, elle redit tout de même que la déclaration aurait pu être faite tout de même par l'enfant mineur. Enfin, M. X, pour faire échec donc, à la décision qui constate son extranéité, invoque la possession d'État. Elle invoque le fait qu'ayant vécu en tant que Français et s'étant comporté comme tel, il pouvait bénéficier de ce statut qui est prévu par l'article 21-13 du Code civil. Et dès lors, cette situation lui permettait justement de ne pas avoir à effectuer toute démarche. Alors, la possession d'État, elle est prévue à l'article 21-13 du Code civil. Cet article prévoit que peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite, conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui d'une façon constante de la possession d'État de français pendant 10 ans, précédant leur déclaration. C'est-à-dire qu'en fait, M. X, lui, voulait prouver à la Cour d'appel qu'il s'était comporté en tant que Français, notamment parce que ses parents étaient nés en Algérie française et qu'il pouvait justement invoquer cette possession d'État. La Cour d'appel n'a pas accepté cet argument. Elle estime que bien que ses parents aient mené une vie en tant que Français jusqu'à leur décès, en tant que citoyens français, ce dernier, M. X, ayant demeuré à l'étranger et s'étant marié à une personne étrangère, ne pouvait invoquer la possession d'État. La Cour de cassation, elle, n'a pas censuré, elle a décidé que ce n'était pas ça qu'il fallait appliquer en l'espèce. Elle a estimé qu'il ne fallait pas voir le fait que M. X avait vécu à l'étranger ou s'était marié à une étrangère pour lui rejeter la possession d'État, parce que M. X avait un passeport français, était fonctionnaire, avait étudié en France. Donc tout ça, en fait, tout ça pouvait justifier de cette qualité. Mais la Cour de cassation, elle, ce qu'elle retient, c'est que, étant un Français, de statut civil de droit local, il ne pouvait prétendre à cette qualité de possession d'État. La Cour de cassation, là, elle dit en fait concrètement que pour pouvoir demander la possession d'État, il ne fallait pas être de statut civil de droit local. Voilà ce que dit la Cour de cassation. Donc, pour conclure, je dirais que c'est un arrêt qui est assez, qui est plein de sources diverses. C'est un arrêt qui n'est pas très clair à mon sens. Ce que je peux retenir dans cet arrêt, c'est que la Cour de cassation adopte une position assez critiquable, en ce sens qu'elle semblerait ici effectuer une discrimination en fonction justement de l'état des personnes. Mademoiselle, merci donc pour cet exposé introductif. Donc, je vous propose maintenant quelques questions. Vous l'avez compris, cet arrêt n'est pas un arrêt finalement
facile à appréhender, parce que ce n'est pas tous les jours que l'on remonte presque 40 ans en arrière, au moment de l'indépendance de l'Algérie. Mais pour autant, il pose des questions, à mon avis, intéressantes. Alors, pour aller d'emblée à l'essentiel, je me confie que je n'ai pas très bien compris, au regard de votre exposé, ce qu'est la question principale qui est posée par l'arrêt et ce qu'est l'enseignement de l'arrêt, s'il y en a un. Vous m'avez évoqué de nombreuses questions, les discriminations, la vie familiale, la possession d'État, la nationalité également, de façon implicite. Alors, quel est le problème de l'arrêt et qu'est-ce qu'il apporte ? S'il y a un problème qu'il fallait retenir de cet arrêt, quel est le problème qu'il pose et quelle est la solution qu'il donne ? Il semblerait que dans cet arrêt, la question la plus importante, ce soit le fait de pouvoir prétendre à la nationalité française pour les personnes ayant vécu en Algérie française ou les personnes issues de cette période. Et que... Enfin, on a bien compris que la question qui se pose, effectivement, c'est de savoir si ce monsieur peut se considérer comme français ou s'il ne peut pas se considérer comme français. Mais on ne peut pas en rester là. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière de plus intéressant du point de vue du thème qui nous occupe aujourd'hui? Je vous rappelle que l'épreuve de grand oral n'est pas une épreuve consacrée au droit de la nationalité. Ce n'est pas une épreuve consacrée au droit de la famille. Ce n'est pas une épreuve qui s'intéresse à la possession d'État. Puisque vous avez consacré de longs développements à la possession d'État. La possession d'État, c'est sans doute une question intéressante. Mais je ne suis pas sûr que là soit le sujet dont nous parlons aujourd'hui. Je vous rappelle que le sujet du grand oral, le thème du grand oral est fixé par l'arrêté qu'il définit, l'aptitude à l'expression orale, et je vous en dirai quelques mots, elle me paraît excellente vous concernant, mais également l'aptitude au raisonnement juridique concernant les droits de l'homme et les libertés publiques. Voilà, donc c'est de droits de l'homme et de libertés publiques dont on parle. Donc la question que je vous pose, c'est en quoi cet arrêt concerne les droits de l'homme et les libertés publiques ? Cet arrêt semble justement poser la question de l'égalité des personnes, du principe de non-discrimination, justement. Alors, j'ai bien compris que vous traitez du principe de non-discrimination. Alors de fait, évidemment, vous abordez ce principe de non-discrimination. Il faut dire que l'arrêt vise directement l'article 14 de la Convention européenne, donc cela ne vous a pas échappé. Mais dans le même temps, vous ne m'expliquez pas du tout en quoi, de quelle façon ce principe de non-discrimination serait en cause. Si je vous entends, si je vous écoute, je ne comprends pas en quoi ce principe est menacé dans cet arrêt. Alors je voudrais que vous m'expliquiez. Alors, ce principe est menacé parce que, d'une part, cet arrêt semble faire une distinction entre des personnes issues d'un statut civil de droit local et des personnes issues d'un statut civil de droit commun. Et ces deux catégories de personnes ont des droits différents, fondés notamment sur les accords d'Évian. Bon. C'est-à-dire que les personnes de statut civil de droit commun, elles, restent françaises malgré tout, n'ont pas à faire de démarche pour se voir appliquer la nationalité française. Tandis que des personnes de statut civil de droit local, elles, ont des démarches à faire. Elles ne sont pas reconnues comme françaises, bien qu'elles ont vécu en tant que français pendant un certain nombre de périodes. Et là, cet arrêt semble faire une sorte de traitement de différenciation. Effectivement, il y a une distinction technique quelque peu complexe, statut de droit local, statut de droit commun, enfin bon. Par derrière cette difficulté technique qui se pose, où est le problème ? Parce que finalement, la Cour de cassation, dans sa réponse, cerne très bien le problème. En réalité, si vous voulez, quand vous lisez un arrêt, il faut toujours faire attention, il faut toujours finalement distinguer d'un point de vue de votre méthode de lecture entre les moyens du pourvoi et la réponse de la Cour de cassation. Parce que finalement, les moyens du pourvoi, ils n'engagent que le requérant, celui qui rédige son pourvoi. Donc bien, le pourvoi est quand même rédigé par un avocat au conseil. C'est-à-dire qu'il est rédigé avec une compétence et une attention particulière. Enfin, en même temps, on peut penser peut-être que le magistrat de la Cour de cassation qui répond avec une exigence de clarté, une exigence de précision plus grande que celui qui rédige le pourvoi. Celui qui rédige le pourvoi, il n'engage que lui. Le magistrat qui rend un arrêt au nom de la Cour de cassation, il le rend au nom du peuple français. Donc l'exigence n'est évidemment pas la même. Donc si vous voulez, il y a quand même une hiérarchie des propos qui sont tenus dans l'arrêt. Il y a ce que dit le requérant au pourvoi, ça n'engage que lui.
il y a ce que répond la Cour de cassation qui engage la France tout entière. Donc si vous voulez, dans votre lecture que vous faites de l'arrêt, il faut peut-être attacher plus d'importance à ce que dit la Cour de cassation qu'à ce que dit le requérant qui rédige son moyen pourvoi. Et cela d'autant plus lorsque le moyen est rejeté, puisque là il s'agit d'un arrêt de rejet. Donc si le moyen est rejeté, je ne dis pas qu'il soit fantaisiste, je dis qu'il est rejeté. Voilà. Donc, si vous voulez, vous avez manifestement attaché beaucoup d'importance, notamment au deuxième moyen, la violation de l'article 14 de la Convention européenne, mais peut-être un peu moins à ce que dit ensuite la Cour de cassation. Alors, je repose ma question, on regarde ce que dit la Cour de cassation, qui est ensuite, mais attendu. C'est là qu'il faut faire attention, mais attendu. Et si vous voulez, dans la lecture que vous faites vous-même de l'arrêt, il faut faire très attention de lire son arrêt de façon sélective. Il n'est pas finalement très utile de lire dans un premier temps tout ce que énonce le requérant dans son pourvoi, parce qu'il peut en écrire des dizaines de pages. Ce qui compte, c'est ce que répond la Cour de cassation. Alors la Cour de cassation, qu'est-ce qu'elle nous dit du point de vue de ce principe de non-discrimination ? Elle dit qu'en fait, que par application de la loi sur la nationalité ne peut constituer une discrimination, même au sens de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il assurait le droit à une nationalité. Alors, d'une certaine façon, quand vous répondez ceci, quand vous me répondez ceci, quand vous me donnez lecture de cet énoncé, vous répondez à ma question. En même temps, j'attends de voir si vous avez bien compris ce qui est écrit dans ces quelques lignes. Qu'est-ce que cela signifie ? Que dit la Cour de cassation ? Et donc, à partir du moment où vous avez la réponse, comment est-ce que vous pouvez déduire la question ? Pour reprendre un jeu américain célèbre, qui a d'ailleurs fait florès en France à une époque, il s'appelait aux États-Unis Jeopardy. Je me souviens quand j'habitais aux États-Unis. En France, je ne sais plus comment il s'appelait, donc on vous donnait la réponse, il fallait trouver la question. Donc là, vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Alors, en fait, est-ce que vous pouvez deviner la question ? Elle semble dire qu'une loi émise par un État national ne peut constituer une loi comment ? Une loi émise par les États nationaux, par application de la loi sur la nationalité, ne peut constituer une discrimination. Ce n'est pas exactement cela, il faut faire attention à ce que vous dites. Le droit est une matière précise. Si vous me dites que n'importe quelle loi sur la nationalité, par définition, n'est pas attentatoire à l'article 14 CEDH, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, et je ne suis pas du tout sûr, encore moins sûr, que ce soit ce que dit la Cour de cassation. Il faut faire attention. Dans la détermination par un État de ces nationaux ? Ah, c'est pas la même chose. Oui, la détermination par un État de ces nationaux. Voilà ce que dit la Cour de cassation. Ben oui, à un moment donné, il faut bien qu'on sache qui est français, qui est allemand, qui est anglais, qui est italien. Et alors, qui va dire qui est français ? Est-ce que c'est aux Américains de dire qui est français ? Ben, peut-être pas. C'est à la France de dire qui est français, c'est à l'Italie de dire qui est italien, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est ça la question qui est posée. Alors bon, si on regarde cette question-là, on comprend bien que il y a un État qui, d'une certaine façon, et peut-être on pourra en discuter, mais le propos irait sans doute trop loin, et jugé parti. Parce que c'est l'État qui dit qui sont ses nationaux. Mais en même temps, je veux dire, il est juge de sa propre nationalité, mais je dis qu'il est en même temps parti, bien qu'à mon avis, le propos est sans doute excessif, parce qu'en même temps, quand un État reconnaît la nationalité à une personne, il lui reconnaît des droits à l'égard de lui-même. Et donc, si vous voulez, quand un État, vous le comprenez très bien, vous reconnaît comme française, eh bien, il vous reconnaît des droits qu'un jour, vous allez pouvoir faire payer à la France, devant un tribunal administratif, voire même peut-être devant une juridiction civile. Donc, je dis que c'est vrai qu'on pourrait discuter de cette question-là, mais cette question-là, elle n'était pas dans le débat. Voilà, la question est qu'un État, évidemment, un État va décider de qui sont ses nationaux. Et quand il décide de qui sont ses nationaux, il décide que certains sont ses nationaux et certains ne vont pas l'être. Ah oui, tout le monde ne peut pas être français. Et donc forcément, l'État va distinguer. Il va adopter des textes qui distinguent. Il faut espérer que ce soit une distinction avec des critères objectifs. Que ce ne soit pas des distinctions fondées sur des critères parfaitement arbitraires ou subjectifs, parce que là, peut-être, il y aurait des difficultés. Mais bon. Donc l'État distingue, l'État adopte une loi sur la nationalité, qui décide qui va être français et qui n'est pas français dans une circonstance particulière. Ici, c'est une circonstance un peu difficile, donc l'indépendance de l'Algérie. Voilà, l'État a décidé, dans certaines circonstances, a pris des dispositions que vous avez rappelées longuement pour distinguer entre ceux qui vont devenir français et ceux qui ne seront pas français.
Et vous avez, c'est cela le problème qui est posé, une personne qui a été en quelque sorte écartée de la nationalité française, qui se plaint d'une discrimination en disant, voilà, ce critère par lequel je suis exclu de la nationalité française est discriminatoire. Et il porte atteinte à l'article 14 en relation avec l'article 8, parce que cette personne-là, évidemment, est bien défendue. Elle a bien compris que l'article 14 n'est pas un article autonome, en tout cas pour l'instant, dans l'attente peut-être d'un futur protocole additionnel, qu'il doit être articulé avec un autre texte, donc en l'occurrence c'est l'article 8 qui sert l'articulation, et donc il soutient qu'il y a discrimination. Et la Cour de cassation répond non, il n'y a pas de discrimination. Voilà, si on devait résumer en 2 mots le problème de l'arrêt, c'est celui-ci, le problème élémentaire. Bon, après, que si vous voulez, tout cela renvoie à un statut de droit local, à un statut de droit commun, bon, d'accord, peut-être du détail. La Cour de cassation répond qu'il n'y a pas de discrimination, mais elle ne répond pas que ça, elle donne quand même une explication, en tout cas elle laisse entendre un certain nombre de choses. Alors, donc on a compris, la question qui est posée, c'est de savoir si une loi nationale qui détermine les critères de la nationalité la question qui est posée est de savoir si un État peut, par sa propre loi, déterminer les critères de sa propre nationalité sans violer, sans porter atteinte au principe de non-discrimination. Voilà. Et puis, là, la Cour de cassation répond en l'espèce non. Maintenant, je vous pose la question de savoir si vous approuvez l'arrêt. Alors, ce sont des questions habituelles. Première question, est-ce que vous avez compris le sens de l'arrêt? Est-ce que vous avez compris quel est le problème de l'arrêt? Ce que dit l'arrêt. Et ensuite, est-ce que vous approuvez l'arrêt? Donc, est-ce que vous pensez que la France, par sa Cour de cassation, a raison de donner cette réponse et de dire qu'il n'y a pas de discrimination, ou est-ce que vous pensez qu'elle a tort? Là, à mon sens, il semblerait qu'il y ait une distinction, que le critère ne soit pas juste. Le critère de Alors, détermination expliquez-moi. de la nationalité Donc, vous française. dites que le critère n'est pas juste. Alors, expliquez-moi. Le problème, c'est que la Cour de cassation semble dire que pour pouvoir bénéficier de la nationalité française, il faut avoir vécu en tant que Français, manifester sa volonté d'être Français. Mais la personne en question a manifesté sa volonté d'être Français. Elle a vécu en France de très nombreuses années, mais elle est exclue de ce processus. Pourquoi? Oui, bien, nous avons une personne qui a vécu peut-être en qualité de Français jusqu'à la fin de l'achèvement, jusqu'au terme de sa minorité. Elle s'est crue française, elle a vécu en tant que Français, elle a eu la possession d'État de Français, puis à un moment donné, elle ne l'a plus. C'est peut-être pas juste. Mais est-ce que la question qui est posée, c'est celui de la justice? Encore une fois, je sais bien que les étudiants confondent souvent droit et justice, mais est-ce que la question posée est celle de la justice? Je comprends bien que c'est peut-être une forme de, allez, je vais utiliser une expression forte, de trahison. Une personne se croit française, on lui dit à l'arrivée de 18 ans, parce que 18 ans, vous savez, 18 ans, c'est plus que la minorité. Une personne, je veux bien croire que jusqu'à l'âge de 10 ans, elle ne se rend pas compte de ce que c'est que de se croire française. Mais à partir de 10 ans et jusqu'à l'âge de 18 ans, et ça n'est pas rien, c'est 8 ans d'une période importante de sa vie, elle se croit française. Elle a une espérance légitime d'être française. Elle agit comme une Française. Elle investit dans la France, peut-être. Et puis on lui dit, au bout du compte, bien non, vous n'êtes pas français. C'est une forme de trahison, quand même, peut-être. On aurait pu en discuter. On aurait pu fonder le pourvoi là-dessus. Peut-être j'interrogerai votre camarade qui viendra tout à l'heure sur cette question. Mais ce n'est pas ça qui était dans le débat. Encore, il faut se souvenir que dans le jeu de l'arrêt en cassation, comme de façon générale dans le procès civil, il faut se souvenir que la plupart du temps, l'objet du litige se détermine par ce qu'avancent les parties. Et la Cour de cassation ne répond qu'à ce que les parties lui demandent de dire. Elle ne répond pas aux moyens qu'on ne lui propose pas. Donc peut-être on aurait pu soutenir ceci. Si on a encore le temps tout à l'heure, je vous poserai la question. Donc oui, ça n'est peut-être pas juste. Oui, peut-être la solution aurait pu être différente si on avait soutenu un moyen différent. Mais bon, est-ce que c'est cela la question qui est posée? Est-ce que c'est une question de justice qui nous occupe aujourd'hui? Non. Alors c'est quoi la question qui nous occupe? Non, c'est une question de savoir qui peut être français. Pas exactement. La question qui nous occupe, c'est une question de savoir si le droit positif dans la matière des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été respecté par la Cour de cassation ou s'il a été violé par la Cour de cassation. Avec toujours par derrière cet arrêt de cassation que nous avons là, peut-être la perspective
d'une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ça, vous devez l'avoir en tête. Donc, à travers la question que je vous pose, évidemment, mais puisque vous ne me donnez pas la réponse, je vous la pose plus directement. Est-ce que vous pensez que cet arrêt de la Cour de cassation, s'il était déféré à la Cour européenne des droits de l'homme, conduirait à une condamnation de la France, ou est-ce que vous pensez qu'il ne conduira pas à une condamnation de la France? Je pense qu'il se pourrait que la France soit Alors, sur quel fondement? sur Moi, je veux bien. Il faudrait qu'on m'explique. l'inégalité de traitement. L'inégalité de traitement. Oui. Parce que l'inégalité de traitement, l'égalité de traitement est un droit de l'homme de façon générale, tel qu'il est reconnu par la Cour européenne. En tout état de cause, l'article 14 dit qu'on ne doit pas, pour l'obtention d'un droit, on ne doit pas appliquer des critères subjectifs fondés sur la race, Il dit l'origine. cela, l'article 14? Il dit qu'en fait, toute société ne doit pas appliquer ne doit pas en fait appliquer des principes. L'article 14. Oui, qu'en fait, la jouissance des libertés reconnues en fait doit être assurée sans considération de la race, de la couleur, de la langue, de l'origine. Bon. Sans discrimination. Et c'est cela dont on parle? Là, il me semble que parce que cette personne n'a pas fait de déclaration... Non, mais voyez-vous, on va s'arrêter parce que maintenant, bon, la règle du jeu est que nous avons 15 minutes d'entretien. En même temps, ça vous montre que 15 minutes, c'est très court, d'autant que je suis le seul à poser des questions et que je prends mon temps pour poser des questions et que dans le même temps que je vous pose des questions, d'ailleurs, je vous livre beaucoup d'explications. Le jour de l'examen, il faut être conscient que les 3 membres du jury qui sont pressés de vous évaluer, c'est normal, ils sont là pour cela et ils vont livrer une note qui est déterminante pour votre vie. Donc ils sont pressés de vous poser des questions. Donc les questions fusent très rapidement. On a beaucoup moins de temps pour réfléchir, pour discuter, il faut répondre. Parce que sinon, chaque membre du jury, finalement, n'a que 5 minutes sur 15 minutes d'une discussion. Donc on va s'arrêter maintenant et puis on continuera peut-être tout à l'heure. Mais oui, sans doute, il faudrait être plus précis là-dessus. Je ne suis pas sûr que vous fassiez une lecture de l'article 14 qui soit conforme à ce que signifie l'article 14. Et là, on revient toujours à la même chose, c'est un problème de compréhension de texte. Il faut comprendre ce qui est écrit. C'est écrit en français, ça a l'air clair, mais ça n'est pas si clair. Et c'est cela la difficulté du droit. Et de la même façon que, moi je pense que vous n'avez pas très bien compris au départ quelle est comment dirais-je, l'articulation de l'arrêt avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a d'autres qualités dans votre traitement, mais également vous n'avez pas très bien compris comment s'articulent ces textes au niveau de la Convention européenne des droits de l'homme. Bon, l'article 14, ce n'est pas de façon générale la reconnaissance d'un principe d'égalité et de non-discrimination. Entendons bien, cela viendra peut-être, puisqu'il y a un protocole qui est en cours peut-être d'adoption, qui étendrait l'article 14 et qui, en quelque sorte, lui donnerait une autonomie. On n'en est pas là encore. Et donc on verra peut-être qu'il y avait des limites à cet article 14, à cet article 8, et que peut-être la Cour de cassation, quand elle rend cet arrêt, n'est pas aussi critiquable que vous le pensez. Donc bien, du point de vue, oui, de la justice, de l'équité, oui, je le comprends. Et peut-être on aurait pu transformer ce sentiment de justice et d'équité en un vrai moyen juridique qui aurait conduit à une solution différente. Et voilà, le problème, c'est que cette thèse-là n'a pas été soutenue. Et donc, le requérant père, j'ai envie de dire, il s'est mal défendu. Alors après, ne demandez pas de mettre en cause un confrère, un avocat ou plusieurs avocats. Il y a peut-être une autre thèse qui aurait consisté finalement à donner une forme juridique à ce qui est votre sentiment d'injustice. Eh bien, c'est là précisément le travail d'un avocat. C'est-à-dire d'arriver à donner une substance juridique qui est une substance technique, j'entends, articulée, à ce qui est au départ un sentiment d'injustice. Et si vous arrivez à le faire, effectivement, évidemment, la solution peut être différente. Et c'est pour ça que l'objet de cette épreuve, c'est notamment l'aptitude au raisonnement juridique. Pour voir comment s'organise une solution, pour voir comment elle fonctionne comme dans une horlogerie, et pour voir comment peut-être une autre solution aurait pu donner un résultat différent et plus intéressant. On va s'arrêter là pour ce qui nous concerne. Je vous remercie en tout cas. Restez là si vous voulez, juste une seconde, parce que je voudrais vous livrer à côté pour vous dire néanmoins le bien que je pense de votre intervention. Parce que votre intervention, si elle avait des défauts en la forme, elle avait aussi des qualités. Et je veux d'abord les souligner. Une qualité que vous avez, c'est une expression orale qui est, à mon avis, là encore, très bonne. Donc vous parlez très posément, très tranquillement, de façon agréable, si vous voulez, sans même une pointe d'agressivité.
L'agressivité, ça ne sert à rien. Le jour où vous êtes avocat, vous allez vous présenter devant un magistrat, vous voulez l'agresser. Qu'est-ce que l'agression que vous faites à l'égard d'un juge apporte à votre dossier? Et pourtant, c'est souvent le cas. Il faut aller aux audiences, enfin, c'est mon métier en partie, il faut aller aux audiences pour voir parfois des avocats arriver avec une forte agressivité à l'égard du juge. Ça ne sert à rien. Bon. Donc, vous posez les choses de façon finalement très agréable, on vous suit avec intérêt, et évidemment, ça c'est une grosse qualité. Hein. Ceci dit, par ailleurs, il y a en la forme quelques incompréhensions que je voudrais souligner avant même d'entrer dans la substance du sujet. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que l'objet de l'épreuve, c'est les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Donc, vous n'avez pas compris que tout le temps que vous passez à me parler du droit de la nationalité, des statuts locaux, de droit commun, de la possession d'État, en soi, c'est hors sujet. Donc, je ne vous écoute même pas. Je lis mon arrêt tranquillement, je pense à autre chose, je ne vous écoute pas. C'est du temps que vous perdez. Et ça, c'est un défaut majeur des étudiants. Je corrigeais récemment encore des copies d'examen qui, malheureusement, n'ont pas reçu de bonnes notes. L'étudiant croit que quand on lui pose un cas pratique, je le dis notamment puisque vous allez tous passer un cas pratique, évidemment, de droits et obligations, l'étudiant croit que quand on lui pose une question sur un cas pratique et qu'il répond à côté, consciemment ou inconsciemment, ça lui rapporte quelque chose. Ce n'est pas vrai, ça ne vous rapporte strictement rien. Vous pouvez en mettre 10 pages, ça ne vous rapportera rien, et dans le pire des cas, ça va vous coûter quelque chose. Parce que le lecteur se dit, mais non seulement, évidemment, il ne donne pas la réponse, mais en plus, il ne comprend même pas la question qu'on lui pose. Donc finalement, ne pas savoir répondre quand on a compris la question, ça n'est pas forcément très bien, mais en même temps, c'est une qualité, parce qu'on a compris la question. Mais si vous voulez répondre à côté, c'est un double défaut. C'est ne pas connaître la réponse et de surcroît ne même pas comprendre la question. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut que vous compreniez tous qu'évidemment, le sujet que vous allez avoir tous le jour du grand oral ne traitera pas en soi que de droits de l'homme. Il est articulé sur autre chose. Ça peut être du droit de la famille, cela peut être du droit des affaires, cela peut être du droit pénal, ça peut être de la procédure civile. Vous savez tous que la procédure civile a donné lieu à de nombreuses évolutions à cause de l'article 6, paragraphe 1er de la Convention européenne. Ça peut être de la procédure pénale, ça peut être du droit pénal, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, cela veut dire que dans l'arrêt que vous aurez, il y aura peut-être 99% du texte qui parlera de droit pénal et 1% à un endroit donné qui parle de droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et j'irai même peut-être plus loin encore, cela peut être l'hypothèse dans laquelle l'arrêt parle à 100% de droit pénal, à aucun endroit n'évoque jamais les libertés fondamentales et les droits de l'homme, parce que simplement les parties ne se sont pas posé la question, eh bien c'est à vous de vous en apercevoir. Parce que si je vous ai donné l'arrêt, c'est qu'à un moment donné, forcément, la solution, le débat qui est en cause, il a un retentissement du point de vue des questions qui nous occupent, parce que sinon vous viendrez me voir en me disant « Monsieur, votre sujet était hors sujet, et donc j'exerce un recours devant la juridiction compétente, le tribunal administratif, puisque le tribunal des conflits s'est prononcé sur cette question récemment. Vous voyez qu'il y a quand même des étudiants qui sont très querelleurs, puisqu'ils vont jusqu'au tribunal des conflits pour faire juger l'affaire qui les concerne. Donc, il y a forcément, quelque part, des droits de l'homme. Alors là, vous aviez de la chance, d'une certaine façon, on en parle expressément. Mais il faut comprendre qu'il peut y avoir des arrêts où on n'en parle pas du tout. Donc si, quand vous voyez un arrêt où on ne vous parle que de droit pénal, jamais de droit de l'homme, vous en déduisez que vous allez me livrer un exposé de droit pénal, parce que par exemple vous avez fait un master de droit pénal, que vous connaissez bien la matière, et que vous dites tiens, je vais livrer quantité d'enseignements intéressants sur le droit pénal, mais ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas que ce ne soit pas intéressant, cela ne m'intéresse pas ce jour-là, parce que ça n'est pas l'objet du débat. Arriver à vous en convaincre une fois pour toutes. Hein, donc quand vous me dites ici, bon, c'est une question de non-discrimination à la limite, de vie privée familiale peut-être, et encore vous ne m'avez pas vraiment expliqué quelle est la relation, alors de possession d'État, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais à condition de me le rattacher à les droits de l'homme, parce que ça ne peut pas être en soi une question de possession d'État, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc attention.
Le travers principal auquel vous êtes exposés tous, c'est de me faire un hors-sujet. De façon générale, le travers principal des étudiants en droit depuis la première année, c'est de tomber dans leur sujet. Donc, ne le faites pas. Alors, je comprends bien, à un moment donné, vous pouvez vous dire, oui, mais sur les droits de l'homme, je ne vois pas trop ce que j'ai à dire. En revanche, j'ai bien d'autres choses à dire par ailleurs, et donc il y a une tentation très forte d'aller ailleurs. Oui, mais ce n'est pas une tentation, à mon avis, dans laquelle il faut céder. Je ne vais pas vous en dire plus. Le sujet est ainsi défini par les textes, et moi, je ne peux qu'appliquer les textes. Donc faites attention, là, de ce point de vue, eh bien, vous avez, depuis le début, ça se sent dès votre introduction, si vous voulez, dans votre phrase d'attaque, n'est pas posé le problème de l'arrêt. Vous partez tout de suite sur, comment dirais-je, l'indépendance de l'Algérie. Bon, on aurait pu évoquer cette question-là pour poser la question qui nous occupe, mais ce n'est pas votre cas. De l'indépendance d'Algérie, vous partez dans les statuts locaux, dans les statuts de droit commun, enfin, c'est-à-dire dans des sombres problèmes de nationalité, auxquels d'ailleurs, dans lesquels je ne suis pas compétent, c'est une matière que je ne connais pas très bien, mais qui, de toute façon qui ne nous intéresse pas. Donc attention à cette erreur majeure pour tous. Ce qui fait que finalement, après cela, mon commentaire, mais les questions que je vous pose, elles ne sont ciblées que sur le thème des libertés pour essayer de recentrer le sujet quelque part, et évidemment, je n'ai pas le temps de vous poser d'autres questions. Et en même temps, évidemment, c'est un peu dommage. Bon, mais voilà, d'un côté des qualités, c'est normal qu'il y ait en même temps quelques défauts encore. Il y a aussi un défaut que je veux vous livrer une dernière fois avant d'arrêter sur votre prestation. Il n'y a pas d'annonce du plan. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous me livrez un propos introductif, vous en arrivez aux faits, pour les faits, vous me rappelez les faits, et puis vous me dites, ben voilà, je vais vous traiter d'abord la non-discrimination, première partie, deuxième partie, la vie privée familiale, et là où d'ailleurs le jury pense qu'il a déjà noté vie privée familiale, non-discrimination, il pense que c'est fini, et puis vous rajoutez derrière, ben peut-être aussi d'ailleurs la possession d'État. Bon, ce ne fait pas très, très ordonné, parce que le jury se dit, tiens, bon, on n'a pas l'impression qu'elle sait exactement de quoi elle veut parler. Et puis surtout, il n'y a aucune justification au plan que vous adoptez. Vous livrez un plan parce qu'il vous passe par la tête, parce que vous dites, tiens, bien, je vais parler de ceci et de cela. Mais est-ce que vous pensez vraiment que quand vous allez être avocat, que vous allez défendre une cause, vous arrivez devant le juge, devant le tribunal, en disant, Monsieur le Président, voilà, on va parler de ceci et de cela, je ne vous explique pas pourquoi on parle de cela et de ceci, mais ce n'est pas grave, c'est pour parler. Je ne suis pas sûr que ce soit très convaincant. Et d'une certaine façon, évidemment, nous ne sommes pas ici pour faire un exercice de plaidoirie, parce que si je vous le disais, certains d'entre vous m'en feraient grief en me disant, mais monsieur, vous confondez l'école du barreau et l'IEJ, ça n'est pas la même chose. Comment dirais-je, la leçon de plaidoirie, c'est pour plus tard. Mais ça n'est pas vrai. Ici, nous faisons un vrai exercice éducatif au travail d'avocat. Un vrai exercice éducatif. C'est-à-dire que le jour où vous l'aurez fait, cet exercice éducatif, et que vous aurez compris, évidemment, vous plaiderez bien. Moi, je me souviens à une époque, quand je prenais des cours de tennis, eh bien, mon professeur de tennis, parce que voilà, moi j'aimais servir fort et servir bien. Eh bien, dès qu'on me mettait la balle et que j'étais derrière la ligne pour servir, je pensais qu'à une chose, c'est mettre un ace. Et mon prof de tennis, il me disait, arrête d'essayer de me mettre un coup gagnant tout de suite, on fait un exercice pour faire ceci, même si le coup n'est pas très réussi, ça n'est pas grave, on fait d'abord l'exercice et puis après, la progression sera plus grande. Eh bien, ici, c'est pareil. Donc, on fait exactement ça. Et c'est pour ça que cet exercice, il faut le comprendre. Vous devez réfléchir sur l'arrêt pour comprendre ce qu'est la substance de l'arrêt et comprendre que, naturellement, eh bien, il y a deux divisions qui s'imposent. Alors, c'est vrai que c'est toujours la même chose. Là, par exemple, voyez-vous, on avait deux moyens du pourvoi. On avait deux branches du moyen. On aurait pu faire première branche, la violation par la France de ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme. Puisqu'on vous disait, attendu que par application de l'article 55 de la Constitution, les dispositions de la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination est incompatible avec la loi française sur la nationalité. Et puis ensuite, attendu que ce n'est plus cette fois les engagements internationaux de la France, c'est-à-dire cette convention internationale, mais c'est la Convention européenne des droits de l'homme.
On aurait pu dire, première partie, la question de comment dirais-je, l'affrontement entre la loi française et cette convention internationale, et puis deuxième partie, pourquoi pas, la loi française sur la nationalité et la Convention européenne des droits de l'homme. Pourquoi pas? Je vous rappelle là-dessus, là encore, une erreur que très nombreux sont ceux d'entre vous qui la commettent, c'est de croire que tous les droits de l'homme sont dans la Convention européenne des droits de l'homme. Ça n'est pas vrai. Les droits de l'homme, ils sont dans la Convention, dans le droit dérivé de la Convention, c'est-à-dire la jurisprudence de la Convention, sur la Convention de la Cour européenne, ils sont dans la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, pas celle de Strasbourg, celle de Luxembourg, qui elle-même a sa propre jurisprudence en matière de droits de l'homme et qui a largement intégré celle de la Cour européenne. Elle est évidemment dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dans la Constitution française, mais elle est aussi dans les engagements internationaux de la France. Et notamment, je vous le signale, parce que ça revient souvent, entre guillemets, sur le tapis, la CIDE, la fameuse CIDE, la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Vous voyez, moi, je ne connais rien en matière de droits de la famille, mais je sais quand même qu'il y a une CIDE. Et je sais à peu près quelle est la position de la France par rapport à la CIDE. Donc oui, il faut... Alors là, c'est intéressant, parce que finalement, on s'aperçoit que le débat est posé, finalement, le requérant attaque un peu tous azimuts, il n'attaque pas seulement sur le terrain de la Convention européenne, il attaque également sur le terrain de la violation par la France de ses propres engagements internationaux. Il est débouté des deux côtés, ça aurait pu faire deux parties. Hein, on aurait pu... Alors, après, les parties, vous les organisez comme vous le voulez. Il me semble évidemment que la plus importante, c'est celle tirée de la Convention européenne. Donc vous traitez d'abord le moyen tiré de la Convention européenne, vous traitez ensuite le moyen tiré d'un engagement international particulier de la France, et puis vous m'expliquez. Et dans le chapeau, qu'est-ce que vous me dites? Vous me dites, voilà, le requérant dépité, qui a perdu devant la Cour d'appel, va attaquer tous azimuts, et il se fonde à la fois sur la violation de la Convention européenne des droits de l'homme et sur la violation par la France d'un engagement international. Et c'est la raison pour laquelle donc, je vous proposerai d'envisager cet arrêt, de le discuter en deux mouvements successifs. Première partie, eh bien, on va étudier l'une des branches du pourvoi, la violation de la Cour européenne, de la Convention européenne, et puis deuxième partie, la violation par la France de cette Convention internationale. Puis on va voir ce qu'il en est. Oui, donc à ce moment-là, la personne qui vous écoute se dit, ben oui, c'est naturel, voilà, il y a deux branches, il y a deux textes, alors, on utilise un texte l'un après l'autre. Alors, on va voir si d'ici tout à l'heure on ne trouve pas d'autres idées de plan. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a un défaut majeur en la forme chez la plupart d'entre vous qui consiste à parachuter un plan, et que ce défaut de forme, de présentation, il est le révélateur d'un défaut de compréhension du texte. Et surtout du fait que vous n'avez pas cherché à comprendre le texte. Alors évidemment, vous êtes dans une situation où vous voulez commenter un texte que vous n'avez pas compris, ou un arrêt que vous n'avez pas compris. Évidemment, le résultat n'est pas forcément intéressant. C'est à vous, à un moment donné, de faire cet effort. Alors, j'ajoute une dernière observation. Je regarde vos notes. Vous avez rédigé des pages de notes, consciencieusement, religieusement, bien écrites, sans faute d'orthographe, évidemment. Je ne les lis pas, mais j'en suis sûr, j'en suis convaincu. Tout ça prend du temps. Vous n'avez qu'une heure. Il faut peut-être admettre de passer un peu plus de temps pour vous poser la question, mais de quoi parle l'arrêt? Quelle est la question posée? Quelle est la réponse donnée? Qu'est-ce que je pense de la réponse? En termes de droit positif, j'entends. Et puis également en tant que citoyen, puisque à un moment donné, vous me répondez c'est injuste. C'est intéressant que vous me le disiez, mais ça ne suffit pas. Vous comprenez? Parce que bon, on ne se contente pas de cela ici. Il faut peut-être admettre dans votre préparation de consacrer plus de temps à la réflexion et un peu moins de temps à la rédaction servile. Parce que quand vous avez compris de quoi vous allez parler, honnêtement, parler 5 ou 7 minutes, puisque la moyenne des candidats à l'examen, c'est de parler à peu près 7 ou 8 minutes. Voyez-vous, vous avez une aisance orale qui est forte. Vous avez tenu 15 minutes et je vous interromps quasiment. Mais je vous le dis, la moyenne des étudiants, c'est 8 minutes. 7, 8 minutes, parfois, ça n'est que 5. Honnêtement, vous vous rendez compte, parler 5 minutes sans notes, c'est très facile. 5 minutes, c'est 1 minute 30 pour l'introduction, c'est 2 minutes pour la première partie, c'est 1 minute pour la deuxième. Il n'y a pas besoin de rédiger des feuilles de copie entières de notes pour tenir un discours, quand on est à peu près convaincu de ce qu'on veut dire.
Hein. Donc il faut accepter de rédiger un peu moins, peut-être de n'avoir que des phrases d'attaque rédigées. Oui, il faut accepter de s'organiser différemment pour laisser plus de temps à la réflexion. D'accord ? Très bien. Voilà, je vous remercie. La deuxième candidate ou le deuxième candidat. Est-ce qu'il y a un deuxième candidat ? Il n'y en a pas ? Non. Alors, on va s'arrêter là et je vais vous proposer, on va faire une petite pause et je vais vous proposer une correction. La seule chose que je veux vous dire, et je veux le dire à tous, c'est que j'ai choisi cet exercice pédagogique que non pas de me contenter de parler, mais de demander à certains d'entre vous d'intervenir pour faire un commentaire par derrière. Vous pouvez me faire grief de paresse en se disant, mais voilà un professeur qui ne demande qu'une seule chose, c'est écouter et ne pas travailler. Ça peut être votre point de vue. Moi, je le fais en conscience. J'estime que ce que je vous dis moi-même, sans que vous en ayez vu la démonstration concrète juste avant, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux faire autre chose. Vous ne voulez pas me croire. Vous voyez, récemment, je viens de corriger des copies de droits et des obligations. J'ai dit toute l'année durant aux étudiants, et je vous le dis encore puisque l'année n'est pas finie, qu'il fallait intervenir en classe. Qu'un cas pratique, c'est complètement autre chose que la récitation d'un cours qu'on a appris jusqu'à la maîtrise. Parce qu'un cas pratique, il exige de la compréhension, il exige qu'on se pose des questions, parce que les questions ne sont pas forcément posées dans le cas pratique, ou quand elles sont posées de façon très indirecte. Et donc, ça exige de mettre un peu en mouvement son cerveau. Et que cette mise en mouvement, si on ne l'a pas pratiquée pendant l'année, on ne la fera jamais le jour de l'examen, surtout à cause du stress. Donc, ce que je vous dis, c'est que les explications que je vous livre là, si vous n'avez pas vu, en direct, une démonstration concrète de ce qu'il ne faut pas faire, ça ne sert à rien. Donc, il faut des candidats. Sans quoi, l'exercice que nous faisons aujourd'hui ne sert à rien. Et il faut 2 candidats pour vous montrer que les prestations, elles peuvent être différentes. Elles peuvent être différentes aussi bien dans ce qu'elles ont de critiquable, elles ne sont pas bonnes, toutes les deux, mais elles peuvent être différentes également dans ce qu'elles ont de très valable. Elles peuvent être très différentes des prestations. Et vous n'avez pas ce regard, parce que vous allez passer, je l'espère, une seule fois le grand taux du CRFP, vous n'avez pas ce regard que peut avoir quelqu'un qui le fait passer depuis des années, qui fait passer chaque année des dizaines de candidats, et qui voit quelles sont les prestations différentes, comment les prestations sont différentes et comment les notes sont différentes. Vous ne pouvez pas comprendre que l'an dernier, l'un des candidats qui a reçu l'une des meilleures notes n'avait sans doute strictement rien fait pendant toute l'année. Et moi, je me souviens de la magistrate avec laquelle je siégeais, qui me dit, après la fin de sa prestation, lorsque nous commençons à délibérer, qui me dit « Je n'ai jamais vu un fumiste comme celui-là ». Je lui dis « Oui, mais, chère madame, il a d'autant plus de valeur qu'il parle sans rien connaître. » C'est un avocat par détermination, puisqu'il peut parler pendant des heures en disant des choses qui ont l'air finalement plutôt intéressantes, alors que je suis d'accord avec vous, il connaît strictement rien au sujet. Ah oui, mais il a eu 14. Moi, je voulais lui mettre 18, hein. Parce que je considérais que vraiment le fait de tenir un discours comme cela, de toute évidence, ne sachant strictement rien de la matière, c'était quand même une performance. Ça montrait que cette personne-là, dès qu'il saurait un jour quelque chose, bon, tôt ou tard, il commencera peut-être un peu à travailler. Lorsqu'il sera payé 300 ou 400 euros de l'heure, peut-être que par conscience personnelle, il commencera à un peu réfléchir à son sujet. Ah oui, il sera bon. Mais de toute façon, la question n'était pas là, parce que qu'il ait 14 ou qu'il ait 18, il l'a à son examen. Quand on a 14 au grand taux, avec le coefficient du grand taux, on est sûr de l'avoir. Donc vous ne pouvez pas avoir ceci. Vous ne pouvez pas voir que, par exemple, le seul fait de faire une introduction un petit peu intéressante, qui est faite avec des canons qu'on respecte, qui sont simplement une sorte de logique intellectuelle, ça vous met en valeur, et que dans les 2 premières minutes, votre note, elle est déjà mise. Vous ne pouvez pas comprendre qu'un candidat, quasiment, je dis les 2 premières minutes, mais je dirais même les 30 secondes, dans les 30 premières secondes où il parle, on sait à peu près quelle note il va avoir. Vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est parce que nous, attention, on n'est pas fermé, évidemment, rien n'est arrêté. Mais quand on voit passer des dizaines de candidats et qu'on voit à chaque fois que la note à la fin de la délibération à 3, elle correspond à peu près au sentiment qu'on avait dans les 30 premières secondes, on se dit finalement que ce sentiment, il fonctionne assez bien. Donc, il y a plein de façons de se mettre en valeur dans un commentaire d'arrêt. Et c'est ce que je vais vous montrer encore dans quelques instants. Il y a quantité de façons. Il faut essayer de les intégrer, peut-être pas toutes, mais si on les intègre toutes, c'est encore mieux.
en sachant que ce jour-là, on a quantité de cartes à jouer pour s'en sortir. Et s'en sortir bien, c'est ça que je veux vous dire. Alors, en même temps, il faut constater qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne comprennent pas ces règles du jeu, ou qui ne veulent pas les comprendre, suivant les cas, qui veulent en rester à un comportement strictement scolaire, et qui livrent des prestations qui ne sont pas bonnes. Alors bon, moi, chaque année, et je vous l'ai dit, je ne veux pas vous prendre en surprise, chaque année, je donne à mes jurys des instructions toujours plus sévères pour leur dire de sanctionner sévèrement des gens qui livrent une prestation qui est mauvaise. Parce que, si vous voulez, les jurys ont un défaut, ils ont tendance à être trop gentils. Mais la question, ce n'est pas d'être gentil, ici. Si vous voulez, on ne rend pas service à un étudiant à qui on donne l'examen d'entrée au barreau, qui va dépenser 1 600 € 3 mois plus tard pour s'inscrire à l'école du barreau, qui va passer 2 ans à l'école du barreau, qui n'aura pas un client à la sortie. Qu'est-ce qu'on lui rend comme service? Il n'est pas fait pour cette profession. Je voudrais qu'on m'explique ce qu'il lui rend. On l'a envoyé dans une impasse pour laquelle il a payé, et cher, 1 600 € l'école du barreau. Quel est le service qu'on lui rend? Donc, si vous voulez être trop gentil, on ne rend pas service aux gens. Il vaut mieux dire à quelqu'un, aujourd'hui, vous n'êtes pas capable d'assumer le travail qu'on vous demande, il vaut mieux recommencer. Hein? Donc, chaque année, je donne des instructions aux membres du jury pour mettre des notes qui sont notées entre 0 et 20. Entre 0 et 20. Et pas, comme nombreux sont à le penser, entre 8 sur 20 et 20. C'est-à-dire le très mauvais, il a 8, le mauvais, il a 10, le moyen, il a 12, et le bon, il a 17. C'est pas possible de faire cela. Non, le mauvais, il doit avoir 3. Et il y a des prestations mauvaises, mais franchement mauvaises, alors que finalement, j'ai envie de dire, c'est finalement assez facile de traiter ce sujet. Hein. Alors voilà, on va s'arrêter, on va faire une petite pause pendant 10-15 minutes. Je vous proposerai, comme chaque année, ma lecture de cet arrêt. Je ne dis pas que c'est la seule, ma lecture. Je pense que si je commentais cet arrêt devant un jury, je devrais à peu près avoir la moyenne. Donc, je vais vous proposer une lecture et je vais vous montrer comment il y a différents endroits, il existe différents endroits où on peut faire vibrer une corde qui fait qu'à un moment donné, la personne qui vous écoute se dit « Oui, cette personne-là, il n'y a pas de problème, elle est faite pour être avocate. » Et après c'est gagné. Allez, à tout de suite. Voilà, donc nous allons maintenant aborder la deuxième phase de notre séance, après la prestation des étudiants, celle du professeur, si je puis dire. Moi, ce que je voudrais vous montrer dans un premier temps, c'est comment j'aborde l'arrêt. C'est-à-dire que prenons les choses dans l'ordre chronologique, vous avez un tirage. Il y a, à mon avis, une technique de lecture de l'arrêt que vous n'avez sans doute pas tous, de façon à être le plus efficace possible. On a 1 heure de préparation, 1 heure c'est court. Et donc il faut arriver à être efficace. Alors, voyez-vous, je viens de découvrir ce sujet. La première chose que j'observe, c'est qu'il s'agit d'un arrêt de cassation. Et là, je me dis quand même, j'ai de la chance. J'ai de la chance parce qu'un arrêt de cassation, en principe, il est assez synthétique. Vous verrez même, il arrive parfois qu'il soit extrêmement court, une dizaine de lignes. À la différence d'arrêts de cour d'appel, parfois il y en a 4 pages, 10 pages, puis c'est quand même très délayé, c'est-à-dire que ça pose un grave problème pour l'étudiant qui n'a pas de chance, qui tire un arrêt d'appel, voire de juridiction de première instance, parce que lire 10 pages, ça n'est pas du tout la même chose quand on n'a qu'1 heure que lire 2 pages. Et puis également, parfois, on tire des arrêts de Cour européenne des droits de l'homme qui, eux, alors là, parfois font 30 pages. Oui, il y a une injustice de ce point de vue-là, entre les candidats qui ont de la chance et ceux qui n'ont pas de chance, mais que voulez-vous faire? Dans une épreuve sur les droits de l'homme, consacrée aux droits de l'homme, est-ce que je peux, par principe, exclure les arrêts de la Cour européenne? Ça n'est pas possible. Donc il y aura forcément des arrêts de la Cour européenne. Alors les arrêts de la Cour européenne, lorsqu'on en aura, je vous en ferai un commentaire particulier, je vous montrerai qu'en réalité, dans un arrêt de la Cour européenne, il faut surtout ne pas tout lire, qu'il y a des attendus qui sont les attendus décisifs, dans lesquels tout se trouve. Il faut vite parcourir des attendus comme ça, voir à quel endroit il y a la matière, et puis se consacrer à la matière. Le reste n'a pas beaucoup d'importance. Surtout pour un exposé de 15 minutes nominalement, c'est-à-dire en pratique 7 ou 8 minutes. Les détails n'ont pas beaucoup d'importance. Donc là, on a un arrêt de cassation. Deuxième chose que j'observe, deuxième observation que je fais lorsque je lis cet arrêt, tout de suite je regarde si c'est un arrêt de rejet ou de cassation. C'est un arrêt de rejet.
Donc, je sais qu'en principe, dans un arrêt de rejet, il n'y a pas de visa de texte, il n'y a pas d'attendu de principe au départ. Ça peut arriver, de plus en plus souvent, ça arrive. Si j'avais eu un arrêt de cassation, j'aurais tout de suite regardé quel était le visa du texte. J'aurais regardé s'il y avait un attendu dessous. Parce que s'il y a un visa de texte et un attendu dessous, si la Cour de cassation met un attendu, c'est qu'elle veut dire quelque chose en particulier, qui n'est peut-être pas dans le texte. Donc je m'empresse d'aller regarder à cet endroit-là. Bon, là, c'est un arrêt de rejet, donc si vous voulez, d'une certaine façon, l'arrêt de rejet, il est moins facile à commenter que l'arrêt de cassation, parce que la Cour de cassation ne va pas dire frontalement pourquoi elle casse. Elle va évacuer. Elle va évacuer les moyens des pourvois, et parfois, elle ne les évacue pas toujours de façon très, très précise. Si vous voulez, il faut comprendre que le rejet du pourvoi, c'est quand même un acte moins grave, d'une certaine façon, que l'arrêt de cassation qui casse une cour. Donc, évidemment, le commentaire d'un arrêt de rejet est parfois un peu plus délicat, mais bon, c'est quand même de la chance, c'est un arrêt de cassation. Lorsque j'ai vu cela, j'ai compris qu'il y a forcément dans cet arrêt un moyen du pourvoi, ou plusieurs moyens du pourvoi, ou plusieurs branches, peu importe, et j'ai forcément la réponse de la Cour de cassation qui va dire « mais attendu que vous avez tort ». Et autant de fois qu'il y a de branches du pourvoi ou de moyens du pourvoi. Donc qu'est-ce que je fais ? Mais je ne commence pas par la première phrase, attendu que M. Mohamed X est né le 15 janvier 1945. Je n'en ai strictement rien à faire. Je me précipite tout de suite vers les mais attendus que. Là où se trouve la réponse de la Cour de cassation. Alors, des mais attendus, bien, j'en découvre tout de suite deux. Je lis, je parcours très vite, je regarde simplement le début des paragraphes. Attendu, je m'en fiche. Sur, attendu, premièrement. Deuxièmement, mais attendu. On y est. Et ensuite, je continue, je fais la lecture vite. D'autre part, sur le moyen attendu que le représentant a un de mais attendu à la fin. On y est encore. Donc j'en ai deux de mes attendus, où j'ai la réponse de la Cour de cassation. C'est cela que je vais lire en premier. Je vais tout de suite au deuxième. Je ne suis pas obligé de lire dans l'ordre, à la limite. Mais attendu que M. X ne peut pas se prévaloir de l'article 32-2 du Code civil pour la qualité de français. C'est le droit de la nationalité. Ce n'est pas dans le programme de mon grand oral. J'écarte. Je ne suis pas obligé de commenter tout l'arrêt dans toutes ces dispositions à partir du moment où il y a des dispositions qui ne m'intéressent pas aujourd'hui. Et donc je suis relativement tranquille. Maintenant, je sais dans les 10 secondes du début de la lecture de l'arrêt que tout se trouve à cet endroit-là, mais attendu, d'une part, que la détermination par l'État, etc. Et là, je vais le lire, effectivement. Et là, je vais le lire en faisant attention, quand même, à ce que je lis. Mais attendu, d'une part. Alors, j'ai compris, il y a d'une part et d'autre part, quelque part. Commençons par d'une part. Que la détermination par un État de ses nationaux, par application de la nationalité, ne peut constituer une discrimination, même au sens de l'article 14, dès lors qu'est assuré le droit à une nationalité. Ah ben voilà, j'y suis. Je comprends très bien, si je veux comprendre. Quand un État choisit qui va être son national et qui n'est pas son national, il discrimine forcément. Il distingue entre ceux qui vont être des nationaux et ceux qui ne vont pas être des nationaux, qui ne vont pas être des nationaux. Il distingue. Le mot distinguer, qui distingue discrimine. La même chose, distinguer et discriminer. Mais attention, parce que vous, dans votre esprit, il y a le mot distinction qui est le mot dans l'esprit d'un honnête homme, et il y a le mot discrimination qui est le mot qui ne peut animer que le vice de l'homme malhonnête. Toutes les discriminations ne sont pas interdites. Lisez François Terré dans son introduction générale au droit. Toutes les discriminations ne sont pas interdites, et je vous le rappelle, parce que peut-être c'est quelque chose qu'il aurait fallu dire dans le commentaire de cet arrêt. Toutes les discriminations ne sont pas interdites, seules doivent l'être celles qui ne peuvent se prévaloir d'aucun motif légitime, d'aucune raison objective qui la justifie légitimement. C'est cela que dit François Terré, presque à la virgule près dans son introduction générale au droit. Donc,
discriminer, c'est dans la nature de l'être humain. Attendez, lorsque, mesdemoiselles, vous allez envisager le mariage, vous pensez que n'importe quel garçon a le droit égal à se marier avec vous? Hein? Messieurs, vous pensez que n'importe quelle jeune femme a un droit égal à se marier avec vous? Enfin, il ne faut pas voir la discrimination comme étant synonyme de péché mortel partout. La discrimination, elle est dans la nature de l'être humain. Il y a des gens qui préfèrent la viande, d'autres qui préfèrent les légumes. D'autres qui préfèrent acheter... Non, mais attendez, qui préfèrent acheter dans la grande distribution et d'autres chez les épiciers qui sont de petits artisans ou de petits commerçants. C'est dans la nature humaine de choisir. Et la liberté de choisir, d'ailleurs, on pourrait se poser la question, est-ce que cette liberté de choisir, à un moment donné, ce n'est pas aussi une liberté fondamentale? Est-ce qu'on peut vivre dans un pays où il n'existerait plus cette liberté de choisir qui demeurait le principe? Il ne faut pas voir la discrimination comme étant l'acte du diable en permanence. Et donc il faut bien comprendre que la discrimination, en principe, elle est licite. Et ce qui est illicite, ce sont simplement la catégorie résiduelle de certaines discriminations que l'on considère comme absolument pas objectives, qui ne peuvent d'aucune manière se rattacher à une justification objective, se prévaloir d'une justification objective. La race, par exemple, effectivement, considérer qu'un blanc a plus de qualité pour avoir un emploi qu'un noir ou qu'un indien, c'est lamentable. Il n'y a aucune justification à cela, sauf celle d'esprit quand même un peu dérangé. Donc, à ce moment-là, la discrimination ne peut absolument pas se justifier, elle est écartée. Et il se trouve qu'il y a un texte, qu'il existe des textes, l'article L122-45 du Code du travail, 225-1 et -3 du Code pénal, qui sanctionnent de telles discriminations. Mais il ne faut pas que l'arbre dissimule la forêt. La forêt, c'est la liberté de choisir. Et l'exception, c'est l'interdiction, qui est sanctionnée par la prohibition des discriminations. Donc il faut quand même avoir un peu cela en tête. Donc, la détermination par un État de ses nationaux, dans le langage populaire, c'est de la discrimination, c'est clair. C'est de la distinction. On distingue entre ceux qui vont l'avoir et ceux qui ne vont pas l'avoir. La question, c'est de savoir si cela fait partie des discriminations qu'on considère comme légitimes ou des discriminations qu'on considère comme illégitimes, qui ne peuvent pas se justifier. Et évidemment, ce n'est pas qu'une question de morale, c'est également une question de droit positif par rapport à des textes qui existent, par rapport à donc cette Convention internationale pour l'élimination de toute forme de discrimination, qui est citée en fonction de la race, et puis également par référence à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, articulé avec l'article 8, en l'espèce, c'est-à-dire le droit à une vie privée familiale, dont je vous ai dit, cela aurait pu être rappelé et ça n'a pas été fait, que c'est un peu le fourre-tout des droits de l'homme, dans lequel on a déjà mis beaucoup de choses. Par exemple, le domicile est protégé au titre de l'article 8, mais enfin, quand je dis le domicile, pour vous, dans votre esprit, c'est le domicile d'une personne privée, sauf que la Cour européenne envisage également le domicile d'une personne morale, c'est une société, c'est quand même peut-être un peu moins privé que quand vous allez à la Poste. Je ne suis pas sûr que considérer le siège social de la Poste, ce soit un domicile au même sens que le domicile dans lequel on a une vie de famille chez soi. Donc vous voyez, on peut quand même envisager de façon assez large le domicile. Et donc cet article 8, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est quand même un article un peu fourre-tout, dans lequel on a tendance à mettre beaucoup de choses, non sans risque, parce que plus on élargit le champ d'application de l'article 8, plus on dilue d'une certaine façon la protection. On ne peut pas protéger avec la même force tout et n'importe quoi. Vous voyez, d'une certaine façon, le droit a une énergie qu'il dépense chaque fois qu'il l'engage. S'il l'engage partout, il s'épuise. Quand on a une législation qui prétend mettre tout le monde en prison, qui pénalise tous les comportements, le résultat, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a trop de monde dans les prisons et qu'on n'y aurait plus personne. Et que cette législation, évidemment, elle ne fait peur à personne. Donc, si vous voulez, il faut être conscient de ça. C'est-à-dire qu'élargir le champ d'application de l'article 8, ce n'est pas forcément servir les droits de l'homme.
ça affaiblit forcément d'une certaine façon la protection. Alors, on n'en est pas là pour l'instant, mais donc on vise l'article 14 avec l'article 8, et là, j'aurais aimé qu'à un moment donné, l'étudiant qui sait qu'il s'adresse à la fois à un professeur, à un avocat et à un magistrat, c'est qu'il doit donner au professeur un peu de connaissances. Il rappelle quand même que l'article 8 n'est pas autonome, qu'il ne joue actuellement qu'en articulation avec une liberté protégée. Et quand tout à l'heure j'ai interrogé votre camarade, j'ai eu le sentiment qu'elle n'avait pas compris cela, parce qu'elle me laissait entendre que finalement les discriminations étaient sanctionnées par l'article 14. Ce n'est pas du tout vrai. Ce sont les discriminations dans la jouissance des droits visés par la Convention, et seulement cela. Or là, il est question de nationalité. Qui vous a jamais dit que la nationalité est un droit de l'homme au titre de l'article 8 ? Personne. Si le droit à la nationalité n'est pas un droit protégé en tant que tel par la Convention européenne, l'article 14, il n'a rien à voir avec la nationalité. Vous comprenez ? Donc, si vous voulez, moi je sais bien qu'il y a beaucoup de choses dans l'article 8, mais est-ce que l'article 8, le droit à la vie privée familiale, inclut le droit à la nationalité française ? Je ne suis pas sûr. Parce que vous savez que les droits de l'homme, ils bénéficient à toutes les personnes qui sont sur le territoire, ils sont compris à ceux qui sont en situation irrégulière. Alors, si on tenait un propos comme celui-ci, ça voudrait dire que n'importe quelle personne qui est en situation irrégulière en France a droit à la nationalité française. Enfin, on comprend bien que ça poserait quand même un problème. Donc il fallait me dire que cet article 14, attention, il ne protège, il ne sanctionne les discriminations qu'à l'égard des droits protégés par la Convention européenne. Et en l'occurrence ici, on vise l'article 8. Donc la vie familiale normale, la vie familiale. Donc voilà quel était le problème. On a bien une discrimination, la question est de savoir si elle est licite ou si elle n'est pas licite, au regard de l'article 14 articulé avec l'article 8. Et il faut regarder ce qu'est la réponse de la Cour de cassation. La réponse de la Cour de cassation, attendu que la détermination par un État national par application de sa propre loi, encore une fois là-dessus, on aurait pu s'amuser en introduction. S'amuser, oui, parce qu'un candidat qui s'amuse un peu au grand oral, c'est un candidat qui prend du plaisir, c'est un candidat qui s'engage, c'est un candidat qui apprécie le travail qu'il fait, donc c'est un candidat qui a envie d'être avocat. Et le jury, il a envie de donner l'accès à la profession d'avocat à un candidat qui en a lui-même envie. Est-ce que vous pensez que le jury peut avoir envie de donner l'accès à la profession d'un avocat à l'égard d'un candidat dont manifestement ce genre d'activité, qui est manifestement complètement irrité, contrarié par ce genre d'activité ? On ne va pas donner à un candidat l'accès à la profession d'avocat si manifestement ça ne lui plaît pas. Donc, première clé du succès au grand oral, prenez-y du plaisir. Allez-y relativement détendu, allez-y pour dire quelque chose, pour soutenir une thèse. La question n'est pas de savoir si la thèse est bonne ou si elle n'est pas bonne. L'an dernier, on a vu des candidats à soutenir des thèses complètement farfelues, mais être très bien notés, parce qu'en même temps, ils la défendaient, cette thèse. Aptitude à l'argumentation juridique. Ils la défendaient, donc ils sont aptes. En plus, ils s'exprimaient correctement. Aptitude à l'expression orale. Qu'est-ce que vous voulez que le jury fasse ? Il y a une compétence liée, le jury, à un moment donné. Si le client défend une thèse complètement farfelue et qu'il la défend bien, c'est qu'il est forcément un bon avocat. C'est plus facile de défendre des thèses très justifiées que de défendre des thèses complètement farfelues. Hein ? C'est évident. Donc la question de la thèse que vous défendez n'est pas là, sauf à défendre des thèses complètement insoutenables. Si vous voulez me défendre pendant un quart d'heure que, par exemple, la discrimination raciale est totalement justifiée, je crains qu'effectivement, à la fin, le jury, quand même, vous agresse un peu pour vous expliquer que vous montrer que votre explication n'est quand même pas très convaincante et qu'il n'y a que vous qui y croyez. Hein ? Mais bon, donc, ce n'est pas la caisse. Il faut avoir envie de défendre quelque chose. Par exemple, là-dessus, vous savez que c'est Isabelle qui choisit les sujets pendant l'année, parce que je trouve que c'est intéressant de la laisser choisir. Isabelle, elle n'est peut-être pas professeure de droit, mais elle a ce bon sens du citoyen qui, à un moment donné, se rend compte qu'il y a des arrêts qui ont de l'intérêt pour le citoyen et d'autres qui n'en ont aucun. Voilà. Et donc, évidemment, on cherche plutôt à vous donner... il y a des arrêts, je dirais, des arrêts qui ont de l'intérêt pour le citoyen, d'autres peut-être qui n'intéressent plutôt que les professeurs. Bon, ça, c'est un arrêt qui aujourd'hui a un sens.
il a un sens parce qu'il y a aujourd'hui en France des gens qui s'interrogent sur leur nationalité. Je vous rappellerai quand même, personne ne me l'a dit, qu'il y a des gens qui préfèrent se défenestrer et mourir plutôt que se trouver expulsés parce qu'ils n'ont pas la nationalité, qu'ils n'ont même pas les papiers. Donc par derrière la question de la nationalité, il y a parfois une question tout simplement de vie et de mort. Hein, ce n'est pas excessif de le dire, me semble-t-il. Et peut-être qu'on aurait aimé, en introduction, dire voilà, encore un arrêt qui ne parle finalement que de questions très techniques, très complexes, du droit de la nationalité, qui est en plus un droit qui change souvent. Un gouvernement arrive, change la loi sur la nationalité, un autre arrive, il la change à nouveau. Enfin, bon. En réalité, par derrière ces débats-là, c'est vraiment des droits de l'homme qui sont en cause. La nationalité, ça n'est pas qu'une question d'un passeport de couleur rouge si on est suisse ou de couleur bleue si on est français. Enfin, maintenant, il n'est plus bleu. C'est à un moment donné parfois une question de vie et de mort. C'est pas rien. Et alors, pour faire monter l'émotion, on aurait pu rajouter ce que disait votre camarade, mais malheureusement, elle ne l'a pas concrétisé. On aurait pu dire, mais dans cette affaire-là, on a une personne qui, pendant très longtemps, a cru qu'elle était française. Et à la fin, on lui dit, non, non, vous n'êtes pas français. À la fin, on lui dit, mais non, vous n'êtes pas français. Pensez à ces travailleurs aujourd'hui de restaurants qui se sont mis en grève pour réclamer leur régularisation, qui disent, mais depuis 15 ans, on paye nos impôts, on paye tout, on cotise à la retraite des Français, on paye les retraites des retraités actuels des Français. Et depuis 15 ans, on nous a laissé payer, et maintenant, on nous met dehors. Peut-être, c'est peut-être la loi, hein, je sais pas, apparemment, il y a quand même un certain nombre qui sont régularisés. Mais on voit bien que ce sont des questions qui sont difficiles. Et donc, moi, j'aurais volontiers dit que cet arrêt qui laisse entendre qu'il n'intéresse qu'une affaire très ancienne, on parle de faits qui datent de 1964, et en fait, c'est un arrêt très actuel. Et là encore, à travers cela, par cette seule observation, on voit l'aptitude d'un candidat à remettre une solution ancienne dans son actualité. Et ça, c'est une qualité, parce que la personne, elle voit bien que par derrière les dates anciennes, il y a quelque chose qui est vraiment actuel. Elle se rend compte, et elle se rend compte des problèmes qui sont des problèmes de société. Alors vous allez me dire, effectivement, pour se rendre compte de cela, il faut être un minimum informé sur la société dans laquelle on vit. Et ça, c'est un gros défaut que vous avez tous, c'est-à-dire qu'il faut dire les choses comme elles sont, pour un grand nombre d'entre vous, où vous n'avez aucune idée, aucune connaissance de la société dans laquelle vous vivez, soit parce que ça ne vous intéresse pas, soit parce que vous n'avez pas les moyens de la connaître, soit parce que vous ne la comprenez pas, peut-être. Parce que, bon, moi, je ne prétends pas connaître ma société à l'âge de 50 ans. Hein, surtout que, bon, on s'aperçoit bien qu'entre des jeunes qui ont 20 ans et quelqu'un qui a 50 ans, il y a quand même une différence. On n'arrive plus à se comprendre d'une façon. Bon, moi, j'en suis conscient. Mais au moins, j'essaye. Mais parfois, on a l'impression que chez des gens plus jeunes, ils n'essayent même pas. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'obligation à essayer de comprendre dans la société dans laquelle on vit de façon générale. Mais si on veut être avocat, oui, c'est une obligation. Parce que, voyez-vous, le droit, il est relatif. Le droit, finalement, la même règle de droit, elle s'applique parfois radicalement de façon différente suivant l'époque dans laquelle on l'applique. Et d'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme, je vous le rappelle, ne manque jamais de dire que les dispositions de la Convention européenne s'appliquent en fonction des circonstances de temps, suivant la société dans laquelle elles s'appliquent, c'est-à-dire c'est une interprétation évolutive en fonction de la société dans laquelle je suis. Et évidemment, la société dans laquelle on est aujourd'hui, ça n'est pas la même que celle d'il y a 50 ans. Enfin, j'espère que vous en êtes conscient. Le texte demeure le même, mais l'interprétation qu'on fait, la lecture qu'on fait n'est peut-être pas du tout la même. Donc il fallait être conscient de ça. Alors moi, par exemple, j'aurais pu m'en donner un autre exemple. Vous voyez, j'aurais évoqué, évidemment, en introduction, pour montrer la gravité des problèmes qui sont en cause, les sans-papiers, évidemment. Des sans-papiers qui sautent par la fenêtre, se tuent, cette femme chinoise malade qui travaillait pour nourrir son fils en Chine, qui préfère se défenestrer plutôt que de risquer d'être expulsée. D'ailleurs, apparemment, on ne venait pas la chercher pour une expulsion, mais elle l'a cru.
Mais j'aurais rappelé que les problèmes qui se posent là, ils peuvent se poser aussi dans des circonstances à venir qui sont proches. Je vous rappelle qu'il a été prévu par des accords déjà anciens sous Michel Rocard que la Nouvelle-Calédonie pourrait statuer par référendum sur son indépendance dans les années à venir. Il se posera peut-être exactement la même question, de savoir si des gens qui ont vécu pendant 10 ans en Nouvelle-Calédonie vont devenir Kanaks, ou je ne sais pas comment ils s'appelleront, nouveaux Calédoniens, ou s'ils vont être français. Donc la question de la, comment dirais-je, de la décolonisation, elle n'est pas finie en France. Il y a encore des gens qui demandent leur indépendance, et puis il y a encore surtout des régions qui en principe l'ont obtenue. En tout cas, on leur a accordé un référendum. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'être. Mais on leur a accordé un référendum. Ça veut dire que la France a accepté la possibilité qu'ils deviennent indépendants. Et à ce moment-là, le problème se posera à l'identique. Donc cet arrêt, ce n'est pas un arrêt d'il y a 50 ans. Et je crois que ça, on aurait mérité de le dire dans l'introduction. J'ajoute, et je vous le dis à nouveau, que s'il y a un jury à 3 personnes, c'est-à-dire un professeur, un avocat, un magistrat, c'est qu'on attend de ce jury paritaire une perception différente pour chacun membre du jury. Le professeur attend sans doute un peu de technique, un peu de connaissance. L'avocat, je vous l'ai dit, attend sans doute de l'émotion et de la défense, de l'ardeur. Le magistrat, à mon avis, attend de la pédagogie. Il attend qu'on lui expose une cause le plus pédagogiquement possible, parce qu'un avocat est un auxiliaire de justice, c'est-à-dire quelqu'un qui aide à faire justice. Et donc, quelqu'un qui essaye d'expliquer les choses le plus simplement possible pour favoriser le travail du magistrat. Si vous voulez, quand le magistrat se trouve devant une cause complètement brouillée et incompréhensible, bien évidemment, il y a un risque que la justice ne soit pas bonne. C'est pour ça qu'il y a les avocats. Hein? Donc, il faut donner à chacun des membres du jury ce qu'il peut attendre, et le plus tôt est le mieux. Donc, dans l'introduction, on aurait pu déjà dire beaucoup de choses. Alors maintenant, je continue, parce que vous voyez, j'ai déjà tout cela en tête quand j'ai lu 2 phrases. Et si vous voulez, pour avoir tout cela en tête, de quoi ai-je besoin techniquement de savoir? Simplement que l'article 14 s'articule autour de l'article 8, que l'article 8 est un fourre-tout, et qu'a priori, je ne suis pas sûr que ce fourre-tout inclut la nationalité. Je ne suis pas sûr, on va voir. Je n'ai jamais entendu dire que l'article 8 inclut la nationalité française, en tout cas. Hein, parce que si on disait que c'est un droit de l'homme que d'avoir la nationalité française, à mon avis, ça paraît un peu bizarre. Je ne suis pas sûr que la Cour européenne ait déjà dit ça. Mais bon, je ne suis pas sûr de connaître non plus tous les arrêts. Alors maintenant, je lis l'arrêt un peu plus loin, parce que l'arrêt dit des choses intéressantes. Mais attendu d'une part que la détermination par un État de ses nationaux par application de sa propre loi, je vous ai déjà dit combien l'État est juge et partie ici, mais bon, on n'en est pas encore là, ne peut constituer une discrimination, même au sens de l'article 14, la réponse est claire, mais ensuite, il y a quelque chose dont absolument personne ne m'a parlé. Donc si vous voulez, à un moment donné, on se dit, mais on lit la même langue ou on ne parle plus la même langue ou... Alors évidemment, pour un avocat, le problème, c'est que ne pas parler la langue ou pas comprendre ce qui est dans la langue, c'est un problème. Parce que ça peut conduire à des contresens majeurs. Donc on me dit, il n'y a pas de discrimination dès lors qu'est assuré le droit à une nationalité. Il n'y a pas de discrimination, mais si quand même le justiciable est sûr d'avoir une nationalité. Ça c'est patent, ça. Dès lors, dès lors, si et seulement si, hein, c'est pareil. Sous condition que, sous réserve que, dès lors. Voilà ce que nous dit l'arrêt. Puis après, il y a peut-être d'autres choses, mais après, c'est peut-être moins important. Dès lors que la personne est assurée d'avoir une nationalité. Et là, finalement, on revient au fait de l'espèce. J'ai une personne qui a grandi. À un moment donné, il fallait opter. Ça n'a pas été fait dans les délais. Peu importe, statut local, statut... On s'en fiche. Il est pas... Donc, on ne lui reconnaît pas la loi française, mais il est quand même algérien. Hein. Parce qu'il y a un traité, il y a une loi, et puis il y a un traité qui a été conclu. Il n'est pas français, mais il est algérien.
Il se trouve que le cas qui nous occupe ici n'intéresse pas une situation où la personne concernée n'aurait pas pu avoir la nationalité algérienne. Mais on a l'impression que l'arrêt laisse entendre, à contrario, que si cette même personne s'était vue privée de la nationalité algérienne en raison de la loi algérienne, parce que c'est finalement la loi algérienne après qui va décider de savoir qui est algérien, la solution n'aurait peut-être pas été la même. Je ne dis pas qu'elle aurait été inverse. Je ne dis pas que l'État français aurait été obligé de lui accorder la nationalité française. Il faut toujours se garder du raisonnement à contrario dans un raisonnement juridique. Mais je dis que la Cour de cassation fait cette réserve, dès lors que la personne a une nationalité. Et donc, si vous voulez, moi, quand je lis cet attendu, j'y vois finalement deux enseignements. La première, c'est que la Cour de cassation dit que l'État a le droit, un État, en l'occurrence la France, a le droit de décider lui-même de qui est son national et qui ne l'est pas. Premier élément. Deuxième élément, néanmoins, sous la condition que la personne soit assurée d'avoir une nationalité. Et tout cela par référence à l'article 8 et l'article 14. Ce qui laisse entendre quand même implicitement, sans le dire, que le droit à avoir une nationalité est un droit de l'homme. Au titre de l'article 8. Alors évidemment, ce n'est pas dit comme ça. On vous dit simplement que la France avait le droit de dire « circulez, vous n'êtes pas français », mais à condition que la personne soit sûre d'avoir une nationalité. Ce qui laisse entendre que si cette personne-là n'était pas assurée d'avoir une nationalité, peut-être que la liberté de la France de dire « circulez, vous n'êtes pas français » n'aurait pas été la même. La Cour de cassation ne dit pas exactement le contraire. Elle ne dit pas que la France aurait été obligée d'accorder la nationalité française. La question est ouverte. Mais si vous voulez, il y a finalement une double affirmation dans cette phrase. Premièrement, la France a le droit de dire elle-même qui sont ses nationaux. Mais deuxièmement, sous condition que la personne concernée ait une nationalité, ce qui laisse entendre que la personne a droit à avoir une nationalité. Et moi, finalement, si vous voulez, maintenant, quand je vois cela, je me dis, eh bien, mon commentaire, finalement, il est assez simple. Je vais, dans l'introduction, montrer que la question est actuelle, qu'elle pose des difficultés qui sont redoutables, des difficultés humaines qui sont redoutables. Je vais dire, je vais rappeler rapidement les faits, décolonisation, évidemment, à un moment donné, il faut savoir qui est algérien, qui est français. La loi française va statuer sur cette question. Et puis, une personne se trouve, pour des raisons diverses, qu'elle ait eu la possession, qu'elle n'ait pas eu, ça n'est pas grave. Pour des raisons diverses, elle se trouve privée de la nationalité française, alors qu'elle s'était crue française pendant très longtemps, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et j'ajouterai de l'humain, je vous l'ai dit, dans les commentaires de ces arrêts en droit de l'homme, il faut mettre de l'humain. Les droits de l'homme, c'est de l'humain. C'est, je vous l'ai dit déjà, c'est du sang, c'est de la chair, c'est des larmes, c'est de la souffrance. Ça n'est pas de la théorie du droit dont on disserte doctement dans un amphithéâtre de faculté de droit. En tout cas, ça n'est pas que cela. Des gens, froidement, qui dissertent sur le sort des autres en se demandant s'il faut adopter telle solution ou telle autre. Ça n'est pas que ça. Et ça n'est pas que ça, surtout si on veut être avocat, voyez-vous. Parce que si on n'a absolument aucune capacité de s'émouvoir sur des questions qui conduisent à ce qu'une jeune femme se défenestre de crainte d'être emmenée, eh bien, je crois qu'il faut faire autre chose que d'être avocat. Il faut être huissier de justice, encore que j'ai tout à fait le plus grand respect pour les huissiers de justice. Mais bon, qu'est-ce que je veux dire, l'huissier de justice, il doit faire exécuter. Que la personne pleure ou qu'elle ne pleure pas, ça n'est pas la question. Il doit faire exécuter. C'est son métier. C'est un autre métier. L'avocat, c'est quelque chose de particulier. Il est quand même là pour défendre. Alors, on ne peut pas défendre si à un moment donné, on n'est pas un peu ému par le sort des gens. C'est ça que je veux vous dire. Bon. Donc, il fallait évidemment mettre de la chair dans l'introduction. Et puis après, une fois qu'on a posé le problème, voilà, décolonisation, indépendance d'Algérie. Il faut bien savoir qui va devenir français ou qui est algérien. Un texte français, peu importe, qui décide, qui laisse sur le bord de la touche une personne, qui fait un recours, qui perd. Et cette personne, elle indique que si elle a perdu, si elle est privée
de la nationalité française, c'est parce qu'elle est victime d'une discrimination. Et d'ailleurs, sur deux fondements, à la fois sur le fondement de la Convention européenne des droits de l'homme, et d'ailleurs, par ailleurs, sur le fondement de la prohibition des discriminations raciales, parce que cette personne était, je ne sais pas de quelle couleur elle était, être algérien, ce n'est pas une race différente, enfin moi je n'arrive pas à comprendre, mais peut-être qu'implicitement on laisse entendre qu'elle était musulmane, bref, elle serait différente, et c'est pour ça qu'on la laisse dehors. C'est cela qu'elle entend, qu'elle sous-entend tout au moins, à travers l'invocation de ce traité, de cette convention internationale sur la prohibition des discriminations raciales. Voilà ce qu'elle dit. Et puis, implicitement, qu'est-ce qu'elle dit aussi? Elle dit ce que me disait votre camarade. Elle dit il n'y a pas de raison objective de me laisser dehors. Moi, je n'ai pas commis de crime en France. J'ai vécu très longtemps comme Français. Je parle français. J'ai été dans les écoles françaises. J'ai peut-être des diplômes français reconnus en France. Est-ce qu'on me donne une raison? Non, la seule raison qu'on me donne, c'est qu'à un moment donné, peut-être, il y a une déclaration qui n'a pas été faite à la date prévue. Est-ce que ce formalisme déclaratif, il justifie qu'on laisse une personne à l'écart d'un pays dans lequel elle s'est crue intégrée depuis des années et des années? Là encore, ce serait des questions intéressantes. Je vous signale que ça a été jugé, ça. C'était jugé par un arrêt qui est plus ancien, mais dans une affaire totalement différente. C'était une affaire qui était très intéressante. On avait donné il y a 2 ans, je crois, au CRFP. C'est une affaire où un étranger, si vous voulez, réclamait, un étranger qui avait des papiers, réclamait certains documents à la préfecture pour avoir droit à ses prestations sociales. Et il se trouve que la préfecture ne les lui donnait pas, pour différentes raisons. Je veux dire, le travail de la préfecture est un travail complexe, qui demande beaucoup de temps parfois, ce qu'on comprend volontiers. Mais il semblait bien ressortir de ce dossier que la préfecture n'avait pas envie de donner le document qui manquait pour la sécurité sociale, simplement pour que cette personne qui avait certes des papiers ne soit pas prestataire à la sécurité sociale, ce qui était une façon quand même de diminuer le déficit. Voilà, il semblait bien que c'était à peu près ça qui ressortait du dossier. Et à un moment donné, la Cour, je ne sais plus si c'est la Cour de cassation ou la Cour européenne des droits de l'homme, va dire que quand même dans cette affaire-là, on a l'État qui à la fois juge et partie, juge en ce sens que c'est lui qui délivre le formulaire qui manque, et partie en ce sens que c'est lui qui paye les prestations aussitôt après qu'il a délivré le papier. Donc il n'était pas totalement désintéressé à l'acte qui délivre le papier ou qui ne le délivre pas. Et que lorsque c'est la même personne qui est juge et qui est partie, certes, on a déjà vu ça devant les tribunaux, ça ne passe pas forcément très bien. On regarde l'article 6, paragraphe 1er CEDH, là, ça a été condamné. Vous voyez ? Donc, si vous voulez, on comprend bien qu'il peut y avoir des difficultés à un moment donné, peu importe, on n'en était pas là, mais on comprend bien qu'il peut y avoir des difficultés. Donc, moi, si j'aurais introduit les choses comme ceci, et peut-être j'aurais adopté comme plan, première partie, est-ce qu'un État peut lui-même statuer sur les critères de sa nationalité au regard de l'article 14 de CEDH, de l'article de la Convention internationale sur la prohibition des discriminations raciales, et la Cour de cassation semble répondre oui. Deuxièmement, est-ce qu'il existe un droit à la nationalité en tant que droit de l'homme, à avoir une nationalité? Et là encore, peut-être la Cour de cassation laisse entendre que oui, et là, ça serait vraiment tout à fait nouveau. Donc finalement, on a un arrêt, et c'est cela qui justifie le plan, qui laisse entendre que 2 questions sont posées à travers une même réponse. Est-ce qu'un État peut statuer lui-même, être juge et partie pour savoir qui relève de sa nationalité, et est-ce que par ailleurs, il existe un droit à la nationalité en tant que droit de l'homme en vertu de l'article 8 CEDH? Donc moi, par exemple, j'ai appelé les critères de la nationalité ou la nationalité en tant que droit de l'homme, peu importe après. Une fois qu'on y réfléchira, on trouvera des libellés qui peuvent claquer si on a envie. Mais il me semble qu'on aurait pu organiser le commentaire comme cela. Alors, la première partie, j'aurais dit d'évidence que cela paraît a priori totalement évident que les États puissent eux-mêmes décider de qui sont leurs nationaux et qui
ne sont pas leurs nationaux. Jusqu'à maintenant, c'est toujours la France qui, par la loi française, a décidé qui était français, qui n'était pas français. On voit mal que ce soit les Américains qui décident qui est français ou qui n'est pas français. Voilà. Donc, a priori, c'est une évidence. Pour autant, est-ce que c'est si évident que cela ? Voyez-vous, la question a été posée au regard de l'article 14 et de l'article 8, et la Cour de cassation va répondre oui, l'État peut. Mais ce n'est pas parce que la réponse est positive que forcément ça vous empêche de réfléchir. Je vous donne, et c'est à vous après finalement de nourrir le débat par des exemples. Je vous donne un exemple. Est-ce que l'État français, c'est un exemple complètement farfelu, mais à travers les exemples farfelus, on peut parfois nouer des débats qui sont intéressants, d'autant que l'exemple que je vais prendre pour la France, il se pose peut-être dans d'autres pays. Est-ce que l'État français pourrait décider qu'on ne peut devenir français que si on est catholique ? Moi, je n'ai rien contre les catholiques, hein. Mais bon, voilà, peu importe ce que je crois là-dessus. Est-ce qu'en France, la loi française pourrait dire est-ce que désormais, seuls sont français les immigrants catholiques ? Alors, bon, on va garder les Français, on les garde français, les fils de Français, on les garde français, ceux qui sont nés en France, on les garde français, pas de problème, on ne va pas aller quand même dans la Révolution et enlever la nationalité à tous ceux qui ne sont pas catholiques. Mais on dirait que, bon, voilà, la France est quand même un pays de tradition judéo-chrétienne, que pour des raisons d'intégration des immigrants, seuls recevront leur nationalité française, voire leur papier, si on veut étendre le débat, leur papier de résident en France, ceux qui justifient d'une religion catholique ou juive ou judéo-chrétienne, orthodoxe, enfin, vous imaginez tous les cas possibles. Pas évident, ça. Parce que là, on a quand même un arrêt qui nous dit oui au regard de l'article 14, mais je pense que cet arrêt, il paraît quand même un petit peu critiquable au regard qu'il donne, en ce sens qu'il donne l'impression qu'il y a un blanc-seing donné à l'État de reconnaître ou non ses nationaux, sous la seule réserve que la personne ait une nationalité par ailleurs. Je ne suis pas sûr que le blanc-seing soit aussi grand que ça. Je ne suis pas sûr que, par exemple, imaginons des pays un peu, je dirais, on ne peut pas me montrer excessivement sévère, on m'en ferait le reproche, exotique. Allez, l'Iran. Imaginons l'Iran, pays des mollahs, ce n'est pas une insulte à l'Iran de dire que c'est le pays des mollahs, hein, c'est comme ça qu'ils se le définissent eux-mêmes, qui définirait une loi pour l'admission des étrangers à ces nationalités en disant bon, ne peuvent être iraniens, déclarés iraniens, que les immigrants de confession chiite. Parce que, entre les chiites et les sunnites, je ne sais pas si vous savez, ce n'est pas franchement le grand amour. Puis il dirait, bon, les sunnites sont présumés ennemis de l'Irak, nous on a été en guerre avec l'Irak, ça fait quand même pas loin d'1 million de morts, donc on ne veut pas de sunnites chez nous. Je ne suis pas sûr, l'Iran n'est pas signataire à ma connaissance de la Convention européenne des droits de l'homme. Je ne suis pas sûr que ça passerait avec la Convention européenne des droits de l'homme. Donc vous voyez, on aurait pu discuter à cet endroit-là pour dire que quand même, lorsque la Cour de cassation semble confirmer par un blanc-seing juridique le droit d'un État de statuer lui-même sur les critères déterminant l'admission à sa nationalité, le blanc-seing n'est peut-être pas si évident que ça. Il se trouve que là, le critère qui était en cause, c'est un critère de déclaration. On pourra d'ailleurs en parler. Mais à mon avis, le critère n'est pas si libre, la liberté n'est pas si grande que ça. Il y a sans doute des critères de la nationalité qui ne seraient pas tolérables au regard de la Cour européenne des droits de l'homme. Disons-les, la race, la religion, l'opinion politique, l'opinion syndicale. Il s'est posé la question, par exemple, des crimes, après tout. Vous savez, donc vous voyez que dans une première partie, on aurait pu montrer, et ça c'est une autre qualité d'un avocat, que d'avoir le sens du concret. Un avocat, il n'a pas le même métier qu'un professeur. Le professeur, il va expliquer le droit, il va vous disserter, ce n'est pas le même métier. Un avocat, il défend des causes pratiques. Et je veux vous le dire, une des très bonnes façons qu'a un avocat de défendre une cause devant un tribunal, ce n'est pas de faire un cours de droit aux juges. Parce que croyez-moi, les juges ils apprécient assez modérément qu'on leur livre des leçons de droit. D'ailleurs, pour cela que les professeurs qui sont en même temps avocats, parfois ont un succès, je dirais,
modéré devant les juges, parce qu'évidemment, ils ont un travers qui consiste à donner des leçons de droit, et ils font ça tout le temps, et le tribunal apprécie pas beaucoup. Hein. Comment est-ce qu'on convainc parfois un tribunal? Simplement avec des exemples, en disant, Monsieur le Président, prenons cet exemple-là, il est évident que dans cet exemple-là, jamais vous ne prendriez telle décision. Et l'exemple qui nous occupe aujourd'hui, c'est le même. Donc évidemment, la solution ne peut être que la même. Hein, et le droit, à un moment donné, il s'applique à des situations concrètes. Donc on comprend très bien qu'il y a quand même des critères de la nationalité qui ne seraient pas tolérables au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est clair. Le critère qui nous occupe ici maintenant, venons-en ici. C'est un critère tiré, si j'ai bien compris, d'une déclaration avant 18 ans, après 18 ans. Alors, c'est un critère objectif. On fait une déclaration avant l'heure, eh bien, c'est dans les temps. On les fait après l'heure, eh bien, c'est trop tard. Hein, quand vous serez avocat, vous faites une déclaration d'appel le lendemain du délai d'appel, ben, c'est fini. Même si l'affaire dont on parlait était absolument déterminante pour vos droits, elle était fondamentale en termes de droits de l'homme, ça n'ira jamais devant la Cour d'appel, ni devant la Cour de cassation, ni devant la Cour européenne, c'est fini. Aussi importante soit votre cause, vous avez raté la date d'un jour, c'est fini. C'est comme ça. Le droit, c'est comme ça. Je vous rappelle qu'à l'IEJ, ça peut être comme ça aussi, quand on s'inscrit trop tard. Alors moi, je suis assez tolérant. Il ne faut quand même pas exagérer non plus, parce qu'un étudiant qui veut devenir avocat, qui ne comprend pas qu'il y a un délai pour donner un dossier au secrétariat, ben je me demande comment il va être capable de comprendre qu'il y a des délais d'appel lorsqu'il sera avocat. Hein. S'il n'est pas capable de se défendre lui-même, je me demande, moi, personnellement, comment il pourra défendre les autres. Mais enfin, ça, c'est un aparté. Le délai. Alors, c'est vrai qu'a priori, on aurait pu dire, bon, le critère du délai, de la déclaration, de la demande, de l'option qu'on exerce, il est prévu par la loi, il s'exprime sans considération de la race, ni de la religion, il n'y a rien de plus objectif. Puis après tout, ce délai peut se comprendre. On ne veut pas laisser une personne indéfiniment dans une situation dans laquelle elle se croit française avant de lui dire qu'elle ne l'est pas. Voilà, il se trouve que la majorité s'acquiert à 18 ans. Bon, on a fixé le délai à 18 ans, ça paraît raisonnable. On ne va pas attendre que la personne ait 50 ans, pour qu'à 50 ans, s'étant cru français jusqu'à l'âge de 50 ans, on vienne lui dire, bien non, désolé, vous n'êtes pas français. C'est quand même bon. Donc, ça paraissait tout cela assez raisonnable. Pour autant, parce qu'un avocat, c'est quelqu'un qui a envie de défendre, pour autant, il y a quand même quelque chose qui n'a pas été dans le débat. Et ça, c'est peut-être la faute des avocats qui ont défendu ce dossier et qui reprenaient le moyen dont me parlait votre camarade tout à l'heure. Mais son moyen, c'est un moyen d'équité. Il ne pèse rien, le moyen d'équité. Sauf à ce que le juge ait envie de vous rendre service et soulève d'office le moyen de droit. Il ne faut pas quand même espérer indéfiniment que les juges fassent le métier des avocats à la place des avocats. Puis il ne faut pas espérer qu'on vous récompense non plus le jour d'un examen pour devenir avocat. C'est quand même pas au jury de remplir votre feuille à votre place. Donc si vous voulez, on était dans une situation là où on avait une personne qui avait eu longtemps une espérance légitime, longtemps. Et à la fin, pour des questions de délai finalement assez courts, on lui refuse la nationalité française en lui disant « dura lex sed lex ». Souvenez-vous de Cicéron, summum ius, summa injuria. Plus grande est la loi, plus grande est l'injustice. Alors, l'injustice au regard de la loi, tant pis, l'injustice demeure. Mais l'injustice au regard de la Convention européenne, elle ne demeure pas forcément indéfiniment. Parce que dans la Convention européenne, il y a quand même un critère qui est sous-jacent en permanence et qui conditionne en permanence le contrôle des textes, c'est le critère de proportionnalité. Ça, évidemment, personne n'en a parlé. Jamais personne ne devrait oublier, là encore, que ce critère est permanent, mais personne n'en parle, donc évidemment, le prof n'est pas content. L'avocat se dit, lui, pour défendre, c'est pas forcément terrible. Quant au juge, bon, je suis. Ben oui. Si vous voulez, là, on aurait pu dire quand même, on a quelqu'un qui, pendant longtemps, a été dans une foi légitime que cela fonctionnerait.
Et à la fin, pour finalement pas grand-chose. Pour une exigence de déclaration dans les délais. Allez, on brise une vie. On brise une vie d'une certaine façon. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas une disproportion entre la cause et le résultat? Parce qu'on brise une vie, attention, on ne brise pas seulement sa nationalité. Ne pas avoir la nationalité française, ça peut être briser une vie familiale normale. Quand vous êtes lié à un conjoint français avec lequel vous n'êtes pas français, et qu'on vous dit vous n'êtes pas français, vous n'avez pas de papier, au revoir, ce n'est pas que votre nationalité qui est en cause, c'est la liaison que vous avez avec une personne. C'est peut-être la relation que vous avez avec un enfant que vous n'avez pas reconnu, mais qui est quand même votre fils ou votre fille. C'est quand même derrière, ça peut être pas seulement une question d'un passeport, d'une couleur ou d'une autre. Ça peut être véritablement une vie qui est brisée. Alors d'un côté, alors on ne sait pas ce qui était là. Mais si vous voulez, cette affaire-là n'a pas été plaidée sur ce terrain-là. Donc ça y est pas dans le débat, mais ça ne vous empêche pas d'en parler. Il y a d'un côté une vie qui peut peut-être être brisée. De l'autre côté, une justification de cette rupture qui existe, qui est objective, qui n'est pas critiquable en tant que telle, mais qui est peut-être disproportionnée. Et alors là, la solution, elle aurait pu être différente. Peut-être. Peut-être. Et alors, moi, je n'ai plus la référence en tête de cet arrêt, mais je me souviens de l'histoire, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, lorsque l'État, qui est juge et partie, refuse de remettre un document par sa préfecture à quelqu'un qui en a absolument besoin pour avoir des prestations sociales, alors que l'État est dans son bon droit, parce que la loi exige le formulaire dûment signé pour avoir les prestations sociales, la Cour de cassation ou la Cour européenne, je ne m'en souviens plus, lui dit « mais non, trop facile ça, trop facile. Hein. Vous faites vos propres lois, vous êtes vous-même le débiteur qui allait payer par application de la loi, et c'est vous-même qui décidez comment vous appliquez la loi. Dans cette affaire-là, vous êtes la loi, vous êtes le payeur, et vous êtes le juge. Bah, ça fait quand même beaucoup. Alors, ça ne veut pas dire que toutes ces situations-là seront toujours sanctionnées. En l'occurrence, elle l'a été parce que manifestement, la ligne jaune avait été dépassée. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui était dépassé, c'est les critères de proportionnalité. C'était trop. Parce qu'il est évident que si vous voulez, en France, eh bien, c'est bien l'État qui fait les lois, c'est bien l'État qui nomme les juges. C'est vrai que la justice est indépendante, mais enfin, là, ce n'était pas une question de justice directement, c'est une question purement administrative, donc c'était bien l'administration qui faisait la loi, qui appliquait la loi. C'est là qui changeait par rapport à un tribunal. Et bon, on a beau dire que la sécurité sociale, ce n'est pas l'État. Vous savez que les caisses sont des organismes privés chargés d'une mission de service public, donc ce n'est pas l'État, mais enfin, quand il y a un déficit dans les caisses de sécurité sociale, j'ai cru comprendre que c'est quand même l'État qui payait. Donc, juge, partie, législateur, débiteur, ça fait beaucoup. Et là, on aurait peut-être pu dire, bon, on comprend que l'État a envie de mettre un frein à l'attribution de la législation française, mais dans cette affaire-là, eh bien, il fait la loi, il l'applique, enfin, ça fait beaucoup de choses. Et surtout, s'il suffit d'un petit iota de quelque chose, d'un petit délai qui n'a pas été respecté pour briser une vie, peut-être que la solution aurait été différente. Je vous le confie, je ne suis pas sûr que la solution aurait été différente, parce que je pense que la Cour européenne des droits de l'homme aujourd'hui, qui est plutôt en situation dans sa jurisprudence de reflux, hein, il y a eu un 11 septembre qui veut qu'aujourd'hui, à mon avis, les droits de l'homme sont vraiment en situation de reflux dans la jurisprudence de la Cour européenne. Je vous l'ai dit, je pense que la Cour européenne continuera, avec des coups d'éclat, à marquer son existence, à laisser entendre qu'elle va de l'avant, mais néanmoins, si on regardait les choses, et vos professeurs sans doute vous en parleront, notamment Denis Roinard si vous l'écoutez, puisqu'il en est un très bon praticien, vous montrera que bon, il y a sans doute de moins en moins à attendre aujourd'hui de la Cour européenne. Donc je ne suis pas sûr que la Cour européenne aurait sanctionné la France là-dessus, sauf dans une hypothèse vraiment très très ciblée, très justifiée. Voilà. Donc voilà, j'aurais livré ce commentaire. Deuxième partie, le droit à la nationalité française. Alors le droit à la nationalité, ça c'est épatant, parce qu'on a l'impression que
la Cour conditionne la liberté de l'État à ce que le justiciable puisse jouir d'une nationalité, c'est-à-dire qu'il ne se retrouve pas privé de nationalité, qu'il ne soit pas apatride. Et ça, à mon avis, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on le dit. Alors, parce que je sais bien que l'article 8 CEDH, c'est un fourre-tout. Je sais bien que la Cour ne dit pas, attendu, que le droit à la nationalité fait partie des droits inclus dans l'article 8 CEDH. Enfin, elle laisse entendre que il laisse entendre que sous le visa de l'article 14 et de l'article 8, où la personne a une nationalité, ou alors la liberté de l'État de statuer sur les critères de nationalité n'est pas la même. Donc ça laisse entendre quand même que ce droit à la nationalité, ça n'est pas rien. Et là, j'en aurais à nouveau parlé, j'aurais dit, bon, et j'aurais fait un commentaire, j'aurais livré un commentaire pour finir sur l'article 8, en disant, voilà, peut-être à nouveau, le début du commencement d'une nouvelle extension de l'article 8. On savait que l'article 8, droit à la vie familiale, c'est déjà quelque chose qui a été largement étendu, ça a été invoqué pour les écoutes téléphoniques. Évidemment, la France a été condamnée, ça a été invoqué pour le transsexualisme, ça a été invoqué dans quantité d'hypothèses, qui étaient quand même assez, finalement, qui n'étaient pas prévisibles au départ. Hein. Ça a été envisagé en matière de santé. Est-ce que le droit à la santé est un droit de l'homme ? Est-ce que le droit au logement est un droit de l'homme ? On vous dit que c'est un droit opposable. Je ne suis pas sûr qu'on sache très bien ce que signifie un droit opposable. Enfin, peu importe. Il y a une loi qui a évoqué le droit opposable au logement. Si vous voulez, est-ce qu'on peut vivre décemment, familialement, quand on n'a pas de logement ? Question peut-être posée. Je vous ai déjà évoqué avec vous le droit à l'environnement, et le droit d'en vivre dans un environnement sain. Si vous voulez, quand on vous reconnaît le droit de vivre, mais que vous vivez dans un milieu de pollution terrible qui vous empoisonne et qui vous fait mourir à 30 ans d'un cancer, je ne suis pas sûr que la vie que l'État vous réserve soit une vie correspondante aux standards d'une vie familiale normale. Alors je vous l'ai dit, il y a eu des avancées, il y a eu des retraits, donc ça aurait mérité qu'on en parle également. Alors, nouveau droit, peut-être, droit à la nationalité. Alors celui-là, vraiment, peut-être personne n'y avait encore pensé. L'arrêt est récent. On aurait pu discuter. Est-ce que toute personne doit pouvoir revendiquer un droit à la nationalité ? Est-ce que dans le cas présent, si l'Algérie n'avait pas reconnu cette personne avec la nationalité algérienne, la France aurait eu une liberté qui aurait été entravée, comme peut-être laisse entendre la Cour. C'est vrai qu'on aurait dit, moi je crois que j'aurais eu envie de dire que le droit à la nationalité, le droit à avoir un passeport d'une certaine couleur, ça n'est pas qu'un droit à un papier, c'est le droit à des prestations. Ce sont tout un ensemble de droits, évidemment. Mais est-ce qu'on peut reconnaître cela comme un droit de l'homme ? Évidemment, la question est difficile. Et pourtant, on a l'impression que de ce point de vue-là, la Cour de cassation entend bien entraver la liberté de l'État si le justiciable n'avait pas pu bénéficier d'une nationalité d'un autre côté. Oui. Alors, oui, je reprends la question puisqu'on m'a demandé. Vous me demandez de savoir si dans ce cas-là, il y aurait eu discrimination. Peut-être. Moi, je ne peux pas dire ce qu'aurait été la réponse de la Cour de cassation à cette affaire-là. Simplement, je suis, si vous voulez, et là je finirai là-dessus, je vous invite à être curieux quand vous faites un commentaire. Il y a des phrases, il y a des réserves qui sont surprenantes. Et là, c'est quand même surprenant. Dès lors que est assuré un droit à une nationalité. Donc, on n'y aurait pas pensé. Alors je pense que ça faisait une magnifique porte de sortie pour votre commentaire en disant, ben voilà, encore un arrêt qui est intéressant en ce qui pose une question intéressante, qui donne, oui, d'une certaine façon un enseignement, mais peut-être un enseignement d'ailleurs qui est assez discutable, même s'il est tout à fait dans la logique de ce qu'on attendait, mais qui en même temps, in cauda venenum, met une réserve complètement à la fin qui sème le doute. Et qui pose des questions. Pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Là-dessus, la Cour est très diserte. Et si vous voulez, tout le reste, derrière tout le statut de droit local, le droit commun, je ne dis pas que ça n'a aucun intérêt. À mon avis, ça n'entre pas dans notre commentaire.
Donc on aurait pu faire comme ça, on aurait pu parler également de la Convention sur l'abolition, sur l'interdiction des discriminations raciales, encore qu'à mon avis, elle a été invoquée de façon quelque peu fantaisiste, parce que bon, il n'était pas justifié dans l'arrêt que cette personne-là, qui s'appelle Mohamed X, soit noir, jaune, rouge ou je ne sais pas quoi. Hein, bon, c'est pas justifié, donc je vois pas. Autant il est blanc comme vous et moi, j'ai envie de dire, et je ne vois pas où est la discrimination raciale. Enfin bon, d'ailleurs, j'ai du mal à comprendre ce que c'est qu'une discrimination raciale, au sens que bon, si vous voulez, je ne vois pas ici comment ce moyen a été fondé. Si la personne, effectivement, avait dit, voilà, moi, je suis noir, par exemple, je suis de religion musulmane, et c'est implicitement, indirectement, en considération de ma religion et de ma race qu'on me refuse la nationalité, oui, peut-être le moyen aurait été fondé. Mais ici, dans l'effet de l'arrêt, il n'y a rien qui en ressort, donc je ne vois pas quelle était la justification de ce moyen, sauf quand même qu'il a l'intérêt de rappeler, et ce sera le mot de la fin, que les droits de l'homme, ils ne se trouvent pas que dans la Convention européenne. Ils se trouvent dans quantité d'autres conventions, dans la Constitution, et même parfois dans un arrêté municipal. Hein, un arrêté municipal qui peut, je décider, je ne sais quoi. Si vous voulez, il n'y a pas de... C'est pas parce que les droits de l'homme sont en haut de la pyramide des droits, si je puis dire, qu'ils trouvent leur source forcément en haut de la pyramide des sources. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On pourrait imaginer quantité de circonstances où les choses seraient différentes.